Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Retour du podcast hebdomadaire encore une fois. Cette semaine, un petit épisode un peu particulier. Encore une fois, il n'y aura pas de série de la semaine. Vous l'aurez compris, c'est l'été. Par contre, on a un petit épisode spécial préparé par Jérémy. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et oui, parce que Jérémy m'accompagne aujourd'hui. Comment tu vas, Jérémy? Ah, le J, je te retrouve, enfin, après 2 épisodes, solo. Alors excusez-moi pour le dernier, c'était vraiment compliqué. Ouais, j'ai laissé Julien encore vous endormir, de façon active, il a fait son podcast, bon, qui était très bien quand même, 1/2 heure. Bravo Julien, tu as tenu avec, Ouais. tous les aléas du direct et de la Mmh. technique. Comme la Mais technique. voilà, c'est la rentrée du pod, pour moi. Septembre arrive, ça va être, chaud la MLB en septembre et on va vous présenter, les playoffs. On a hâte de vous présenter aussi la pré-saison. Voilà, moi en tout cas, ça va super bien. J'espère que toi aussi, tes vacances se passent bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. Elles vont bientôt se terminer, mais ça va. Voilà, ça marche. Bah, je vous présente les invités, un petit peu spéciaux. On avait dit les indices la semaine dernière. Chocolatine et papier toilette et hobby. Et en fait, je fais partie d'une association qui collectionneur de cartes, qui fait des breaks de cartes sport US et autres sports. Si vous ne les connaissez pas, c'est Cards Addict. Et en fait, on a avec nous aujourd'hui le président de l'association et son bras droit. On a Gilles et Nico. Salut les gars, comment allez-vous? Bonjour à tous, très bien et vous? Nous, ça va. Nous, ça va. Bah écoute, merci à vous les gars d'être avec nous aujourd'hui pour suivre un petit peu l'émission et surtout après, on va parler de vous et de l'assaut sur notre fameux point 4. Donc préparez-vous, il y aura des petites surprises au niveau des questions et Julien a beaucoup de questions apparemment à vous poser. Ouais. Alors moi, je vais reprendre un petit peu. Gilbert, tu peux te présenter un petit peu qui tu Gilles es Gilles Brett, Ouais, c'est marqué. on va se fâcher d'entre deux. C'est Gilles Brett comme Gilles et Bretagne. Ok, Ouais, Gilles Brett. voilà. C'est parce que Gilbert, c'est un carton rouge dans mon association. C'est-à-dire que tu ne pourras pas breaker pendant une semaine et c'est vraiment dommage. Donc, Gilles Brett, qui es-tu? Quelles sont tes couleurs en MLB Ah, mais alors, moi, je suis collectionneur des cartes des Padres. Et me demande pas pourquoi, parce que l'origine, elle est un petit peu bizarroïde. Nico, qui est avec nous aujourd'hui, est un fan de Fernando Tatis. Et qu'il a mis les Euh, Dodgers en voilà. casquette. Et on a échangé pas mal sur ces cartes-là. Il a un esthétique, Fernando Tatis, assez particulier et très élégant, si tu veux. Il a vraiment une gueule, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il a une attitude, c'est un mec athlétique. Et du coup, depuis des années, voilà, je suis les Padres et c'est mon gros lien avec moi, c'est les cartes qui m'ont amené vers le baseball. Je suis absolument pas un spécialiste de baseball, mais les cartes m'y amènent. Et du coup, je suis l'équipe des Padres quotidiennement, mais en néophyte complet du baseball. Ok. Et toi, Nico? Ben, comme vient de le dire Gilles, moi, gros coup de cœur à l'époque Covid pour Tatis. Je jouais pas mal au jeu MLB The Show sur Xbox. Ben, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés plus ou moins avec Gilles, qu'on a développé notre relation. C'est grâce à la Xbox pendant la période du Covid. Et en fait, ouais, tout de suite, coup de cœur esthétique pour Tatis. La gueule, le comportement, et puis bon, le développement de la collection de cartes faisant, ben, je me suis dit, à jouer avec les Padres à The Show, autant commencer à collectionner ses cartes à lui aussi. Et aussi, un petit peu en dilettante, on va dire que je fais les White Sox. Voilà, j'en parle pas Ouais, trop en ce moment, mais surtout Luis Robert Jr. et les Ah, anciennes stars un petit peu, Bo Jackson, Frank Thomas et tout ça. Mais comme Gilles, voilà, en fait, c'est l'esthétique des cartes et la beauté des cartes qui m'a fait venir petit à petit vers le baseball. J'ai eu une petite période dans ma jeunesse où il y avait le baseball sur, je sais plus qu'est-ce que c'était Pathé Sport ou ma chaîne Sport qu'il y avait sur Canal Satellite où je pouvais regarder un petit peu les All-Star Games et tout ça.
mais j'ai jamais vraiment suivi assidûment et intelligemment, on va dire, le baseball. Bon, je te rassure, nous non plus. Allez, bon, ce que je vous propose, c'est de commencer par nous, notre émission. Elle va suivre un peu son cours comme d'habitude. On va faire un petit point classement là, voir un petit peu comment ça se goupille parce qu'il y a des choses qui se sont passées cette semaine et puis on approche, comme Jérémy l'a dit, du mois de septembre et des playoffs. Donc un petit point classement rapide. On va commencer par l'American League. Ensuite, la National League. On va faire après derrière les Player of the Week. Et ensuite, on fera ce qu'on retient de la semaine avec les news qu'on a vues cette semaine. J'y vais. Et puis après, on passera au développement de votre passion et qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Bon, allez, c'est parti pour un classement. American League, leader de division. Pour l'instant, on a Détroit toujours en tête dans la centrale avec 78 victoires, 54 défaites. Un bilan sur les 10 derniers matchs de 8-2. Toronto, leader de la division Est avec 76 victoires, 55 défaites. Un bilan sur les 10 derniers matchs de 6 victoires, 4 défaites. Et ensuite, Houston qui s'accroche encore dans l'AL West avec 72 victoires, 59 défaites. Par contre, les 10 derniers matchs, ça a été compliqué. Ouais. 4 défaites, 6 victoires. Ensuite, on passe pour l'instant, qualifié dans la wild card. On a Boston avec 71-60. Un bilan de 5-5 sur les 10 derniers matchs. New York, qui était le concurrent direct de Boston cette semaine. La semaine dernière, série. Ce week-end, série contre Boston. 70 victoires, 60 défaites. 6 matchs gagnés, 4 défaites sur les 10 derniers matchs. Et ensuite, on a Seattle qui s'accroche, mais que c'est compliqué dans cette AL West. 70 victoires, 61 défaites. Sur les 10 derniers matchs, 3 victoires seulement et 7 défaites. Ça a été compliqué cette semaine. Ouais. Derrière, on descend pour la course au wildcard. Et c'est là que ça se complique, notamment pour une équipe. Avant d'aborder cette équipe qui me tient à cœur, commençons par ceux qui ont quand même pas mal réussi cette semaine, c'est les Kansas City Royals. 67 victoires, 64 défaites, une série de 7 victoires et 3 défaites seulement sur ces 10 derniers matchs. Ça leur a permis de se maintenir. On avait dit qu'il y avait une série intéressante entre Kansas City et les Texans. Ils en sont sortis vainqueurs. Texas, lui, est toujours derrière avec 66-66, un bilan équilibré. Et pareil, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 5 défaites, mais une winning streak à 3 ce week-end. Ça reste, à mon avis, ce sera un peu compliqué pour Texas, mais il y a des bonnes choses, on verra ça dans les news. Ensuite, l'équipe qui n'a pas su profiter, comme d'habitude, les Cleveland Guardians, 64 défaites, 64 victoires, 65 défaites. Une catastrophe sur les 10 derniers matchs, 2 victoires seulement, 8 défaites, une losing streak à 5. Et ouais, on n'a pas réussi à prendre ce qu'il fallait prendre chez les D-backs et les autres séries non plus. Super. Ensuite, derrière viennent Tampa Bay Rays qui joue les arbitres en ce moment. Un 5-5, une winning streak à 2. Ensuite vient les Angels, les Orioles, les Athletics, Minnesota qui a complètement dégringolé avec une série sur les 10 derniers matchs de 2 victoires seulement pour 8 défaites. Et enfin viennent les White Sox. Ouais. Jérémy, tu as un petit truc à dire sur ce classement de l'American League ou pas? Houston, c'est inquiétant. Houston, c'est inquiétant parce que 4-6, et tu vois, sur les matchs où ils devaient forcément peut-être un petit peu prendre des victoires, ils ont perdu. C'était un peu compliqué pour eux. Boston, lui, en fait, finalement, n'a pas dégringolé, continue à cravacher. Ils savent que septembre arrive et il va falloir vraiment être devant au niveau de la wild card. New York, pareil, on se moque d'eux, mais finalement, ils arrivent quand même à sortir des matchs sympas. Par contre, voilà, est-ce que les Mariners vont craquer?
parce que les Royals derrière, ça joue, dont un joueur qui va faire partie peut-être sûrement des joueurs de la semaine a contribué vraiment à ces victoires des Royals. Donc attention, moi je pense que la course va être Texas et Royals, c'est tout. Cleveland, je ne vois pas du tout revenir. Voilà, néanmoins, on a un beau petit classement quand même au début. Ouais, sachant que les Royals vont affronter les White Sox cette semaine. Houston, en fait, a de la chance parce que ça patine derrière. En fait, tout le monde Ouais, patine dans la L West. c'est ça. Houston reçoit les Rockies. Donc peut-être quelque chose à faire. Seattle reçoit les Padres et les Rangers, eux, reçoivent les Angels. Duel de division pour les Rangers face aux Angels, on sait qu'on ne peut pas trop prédire. Seattle-San Diego, la dernière fois, ça a été compliqué. On va voir ce qui en sort. Et ça a été aussi compliqué Houston contre Colorado la dernière fois. Donc les matchs 3. Donc, ouais, mais finalement, tu vois, rien n'est acquis. Je pense que ceux qui s'en sortent le mieux là pour l'instant, c'est Kansas City et les Royals Exactement. qui vont Ouais. affronter les White Sox. Mm. S'ils sont sur une bonne dynamique, ça devrait passer. Par contre, voilà, faudra être concentré. Allez, je passe à la National League. La National League, on a toujours Milwaukee qui domine les débats dans la MLB avec la première équipe qui atteint les 80 victoires et qui est actuellement à 81 victoires, 50 défaites. Semaine mitigée, les 10 derniers matchs, 4 victoires, 6 défaites seulement. 6 défaites, par contre, 4 victoires seulement. Les Phillies, eux, remontent parfaitement parce qu'ils sont premiers dans l'Est avec 7 victoires pour 3 défaites sur les 10 derniers matchs. Attention, on a 2 ex-aequo dans la Ouest. On a les Dodgers et les Padres qui sont tous les deux à 74-57. Un meilleur bilan sur les 10 derniers matchs pour Los Angeles. La victoire d'hier leur a fait du bien et les a fait égaliser. 6 victoires, 4 défaites et San Diego est à 5-5. Et une défaite hier a fait que, notamment, la défaite d'hier, c'était contre les Dodgers, justement, et qui les fait réégaliser. Pour les wildcards, on a Chicago, les Cubs qui sont à 76-55 avec une très bonne semaine, 8 victoires, 2 défaites, une winning streak à 3. Derrière, fatalement, on a les deux ex-aequo, Los Angeles et San Diego, qui sont toujours dedans. Et ensuite viennent les Mets, pour qui c'est compliqué. 5-5 cette semaine, 69 victoires, 61 défaites. Et ensuite vient derrière dans la course les Reds avec 68-63. Un match et demi, 5-5 sur les 10 derniers matchs. Ils vont se déplacer la semaine prochaine chez les Dodgers. Ça va être compliqué pour les Dodgers et pour les Reds. Derrière, les Mets, eux, reçoivent. Oui, si, ils reçoivent les Phillies. Et ça va être un peu compliqué pour eux. Derrière, après, surprise, c'est qu'on a encore dans la course les D-backs, mais certes dans le négatif, 64 victoires, 67 défaites. Les Cardinals, 64-67 également. Ensuite, les Giants, les Marlins, les Braves qui n'en finissent pas de foutre leur merde. Les Pirates qui s'en sortent bien cette semaine avec notamment un sweep. Washington et ensuite les Rockies qui sont officiellement éliminés de la course au playoff. Comme c'est bizarre. Quelle surprise. Voilà. Allez, c'était tout pour le point classement. Jérém, pareil sur la NL. Est-ce que tu as des choses à dire ou pas? C'est pratiquement dessiné, tu vois, la National League pour la fin. Ah, Ouais. quand même. Comparé à l'American League, franchement, là, on est sur. On a déjà un patron, quoi, tu vois, on va dire des playoffs, quoi. Disons que dans la centrale, ça m'a l'air quand même joué. C'est joué, effectivement. L'Ouest, ça va être passionnant. Ça va être un mois de septembre passionnant. Et à suivre, je pense qu'on va les suivre, c'est les Reds. On va voir ce qu'ils font. Ouais. On va voir ce qu'ils font. S'ils peuvent. Imagine, ils dégagent les Mets des wildcards là.
Ça va être beau, hein. Ouais, ça va être. Je pense que ça va être très intéressant. Ce mois de septembre va être intéressant pour ça, mais il faut pas aller. Pardon, il faut pas aller perdre les matchs qui sont, comment dire, en leur avantage, où Oui, ils sur le ont quand papier, même, sur le effectivement. papier, ils sont plus forts. Mais voilà, ça va être. Par contre, ils ont un calendrier qui est assez difficile. Les Reds là à venir, les Mets aussi. Cette semaine, il va falloir suivre ça de près parce que en effet, ça peut vite repasser devant à la fin de semaine. À voir. Ouais. Je pense que dans l'American League, on va voir aussi, comme tu dis, je pense que pour les Guardians, c'est un peu mort. Les Royals peuvent encore faire quelque chose, mais après, ouais, derrière, ça me semble complètement fait et cuit pour les autres équipes dans la National League. Voilà. Et c'était tout pour le point classement. On fait le Player of the Week ou les news de la semaine? Les news de la semaine. On va pas se pencher vraiment en profondeur sur les news de la semaine parce qu'il y en a eu quand même. Bah, il y a 2 gros points. Mmh. Il y a déjà le point, c'est l'accord qui a été trouvé entre la MLB et enfin l'accord, en tout cas, Ouais, il n'a pas été trouvé. alors pour Disons parler. qu'ils ont ouais, c'est plutôt bien avancé, Mmh. hem, entre ESPN, et la MLB. Ils ont trouvé un accord pour la vente des matchs hors marché et certains matchs locaux parce qu'on sait qu'il y a depuis la disparition, c'était, je m'en souviens plus. Bailey Sport? Ouais, Bally Sport. Ouais. Voilà, il y avait quelques équipes qui n'avaient plus de diffuseurs, notamment, les Guardians, les Padres, les Twins, les D-backs et les Rockies. Remarque, les Rockies, c'était pas plus mal. Ah mais Donc voilà. ils ont une jolie présentatrice quand même. Ouais, c'est vrai. Donc ESPN continuerait à diffuser 30 matchs sur la saison régulière, plus un truc du type, Sunday Night, Baseball, mais qui décalerait sans doute sur un autre jour de la semaine. Ouais, mais ils auraient plus le Sunday night, par contre. Ce serait, une autre offre, Ouais, je crois. Monday, Tuesday, Friday, enfin bon bref, voilà. Dalida, quoi. Ouais, Monday. exactement, je veux pousser la chansonnette. Hem, c'est un et on parle d'un montant de 550 millions de dollars par an sur 3 ans. Enfin par an, ouais, sur 3 ans. Hem, Avec, 8 à 12 matchs du premier tour des playoffs et le home run derby. Waouh, quelle chance! Hem Netflix est fortement pressenti pour le futur diffuseur du Home Run Derby, tandis qu'ESPN pourrait récupérer les matchs de la semaine. NBC et Apple sont également en discussion pour un Sunday Night Baseball et Mmh. certains matchs de playoff. On parlerait d'une offre qui serait pour le public aux alentours de 29,99 $. Mais on ne sait pas si ça intégrait MLB TV ou pas. Il semblerait que si on est, connecté sur MLB TV comme nous en Europe, sur le format numérique et pas le format, câble, il faille les 2 abonnements, en fait. Donc on serait privé nous, avec notre abonnement MLB TV, pour les gens qui l'ont en tout cas, de certains matchs. À terme, ils veulent vraiment ESPN, aimerait avoir des matchs supplémentaires et pouvoir faire un type, tu vois, red zone comme, Ouais. diffuse beIN pour la NFL, pour un peu, vendre un produit, tout fait, à l'international. Ça pourrait être une bonne chose. Voilà un petit peu, ce qu'il y a là-dessus. Sachant que c'était très mal parti en début d'année avec, ESPN et la MLB où Ron Manfred avait dit, du coup finalement, il fallait qu'ils revoient un petit peu leur politique, le prix et cetera et que ESPN était beaucoup plus branché Savannah Bananas que MLB au début. Donc ils ont réussi à un peu comment dire? À mettre de l'eau dans leur vin, les 2 et à trouver un accord, de toute façon pour faire payer les gens quoi donc voilà. Mmh. Gilles et Nico, comment vous consommez vous le baseball, au niveau de la télé, ou du, internet, MLB TV, les résumés? Comment vous le consommez? Vas-y, Gilles. Micro? Nous, moi, assez simplement, par Being beaucoup, puisque Being diffuse des matchs et en différé et en direct. Et après, moi, j'ai la chance d'avoir un dispositif sur les chaînes US, puisque pour suivre la NBA, la WNBA notamment,
Ouais. J'ai un dispositif particulier qui me permet de suivre les chaînes US, donc j'ai toutes les chaînes de sport US disponibles. D'accord. Moi aussi, pareil, Bein essentiellement. Après, c'est vrai que j'ai un ami du côté de l'Italie, du fin fond de l'Italie, qui travaillait pour la mafia et qui. Enfin, bref. Ouais, non, oui, essentiellement Bein, moi, en payant mon abonnement. Et vous regardez un peu les résumés des matchs, si vous avez le temps, bien sûr. Parce que c'est Ouais. toujours une question de temps, hein, de toute façon. Donc, Moi, tous les matins, je check effectivement check. les actions, les grosses actions, les highlights des Padres. Donc ça fait partie de mon rituel du matin. Et puis, je vais voir les équipes concurrentes qui viennent un petit peu Les chatouiller. les chatouiller en playoff, enfin, dans les futurs playoffs. Bon, je regarde forcément les Dodgers. Parce que nous, dans les cartes, les performances quotidiennes, si tu veux, ça a une vraie influence sur le marché des cartes. Donc, dès qu'on a un joueur qui performe un petit peu, un rookie qui commence à se détacher, pour nous, c'est important parce qu'on sait que ça va avoir une influence directe sur le marché des cartes. Ok. C'est beau, léger. On peut continuer. Tout à fait. Et l'autre news, c'était pendant les Little League Series. Rob Manfred a annoncé qu'il était ouvert à l'expansion. Et du coup, C'est le un bordel. réalignement des divisions. Alors, il y a beaucoup de choses et du coup, il y a c'est le bordel, c'est surtout beaucoup de spéculation actuellement, en fait. C'est que on a toutes des propositions de réalignement. On irait à un format qui serait plus style NBA, voire NFL. Moi, je pense qu'on se rapprocherait plus de la NFL parce que, Ouais. encore une fois, le baseball, c'est un sport qui est très ancré dans des traditions, etc. Et que supprimer l'American League et la National League, ça risque d'être compliqué et qu'on restera plutôt sur un format National League, American League, avec ce coup-ci 4 divisions de 4 équipes. Bien sûr, plus de playoffs, mais surtout aussi, ça voudra dire sans doute moins de matchs sur l'année. Il y a plein de débats qui sont là-dessus, on ne sait pas, etc. Moi, je pense que le fait qu'il y ait moins de matchs sur l'année peut être un peu mieux pour les joueurs, même si en effet, ça veut dire aussi moins de matchs. Le match, on va le vendre plus cher. Plus de matchs de playoff, on va vendre ça plus cher également. D'où la renégociation. On parlait des contrats à télé tout à l'heure, mais la renégociation qui se fera en 2029. Et à mon avis, en 2029, on sera sur l'expansion. C'est aussi peut-être plus de matchs à l'international. On ne sait pas ce qu'il en est des London Series l'année prochaine, mais si on a plus d'équipes à l'Est, on aura sans doute plus de facilité à voir ça. Je pense que Manfred a compris un truc, c'est qu'il faut internationaliser au maximum la MLB et tout ce qui se fait actuellement. On peut critiquer sur plein d'aspects Manfred, mais je pense c'est celui qui a compris ça le mieux pour l'instant. Et on en parlait en début d'année quand on avait invité Guillaume. De ce qu'on pourrait faire pour améliorer la visibilité du baseball. Je pense que ça peut être une chose. Déjà, on retrouverait un peu plus de clarté parce qu'en effet, des 3 divisions à 5, des fois, la lecture, elle est un peu difficile à faire. Les playoffs, c'est pareil. C'est sûr, ça bouge pour ceux qui suivent le baseball depuis très longtemps. C'est compliqué de voir tout ce changement, mais c'est un changement, je pense, nécessaire pour gagner en clarté, etc. Maintenant, on ne sait pas les nouvelles équipes où elles vont être. On parle de Nashville, de Charlotte, de Salt Lake City, de Portland, notamment, c'est les noms qui reviennent. À voir comment ça se réorganisera, mais je pense fortement qu'on restera sur une American League et une National League, mais avec 4 divisions géographiques. Parce que c'est ça qu'il veut, c'est de la division géographique, du coup, des matchs qui se déroulent à peu près en même temps, parce que là, si on regarde, on essaye de suivre le baseball, les horaires, c'est toujours compliqué, et on serait plus sur quelque chose de type NBA ou NFL. Voilà. Moi, j'aimerais bien que ce réalignement puisse être fait aussi en fonction des performances et qu'on puisse avoir notre division de la loose dans chaque dans, Je suis d'accord. dans chaque division. Et voilà, La ça pourrait purge. être sympa, la Voilà. purge. Mais ouais, je pense qu'il ne faut pas trop rêver à une division Est, New York, Yankees, New York Mets, Phillies et Boston, même si ce serait le rêve de Manfred, je pense, mais il faut pas trop rêver, compter là-dessus non Bah, plus. c'est ce qui manque, il manque un trou béant dans les Rocheuses, quoi. Tu le vois. Il y a qui? Il y a les Rockies, voilà, c'est tout. En NBA, il Ouais, y a qui? Il y a Denver, il y a Utah, les Utah Jazz, c'est ça?
Ouais, mais on peut descendre le Nevada, on peut aller jusqu'à Las Et après, il y aura Vegas. Vegas avec Hein. les Athletics bientôt. Donc Las Vegas va se rapprocher des Rockies, mais surtout c'est est-ce qu'il va avoir la franchise, c'est Portland ou Salt Lake City à l'ouest. C'est les deux gros favoris. Et à l'est, ça reste Charlotte et Nashville. Donc à Ouais. voir. Mais en Mm. effet, mettre une équipe à Denver, à Salt Lake City, ça pourrait être intéressant. C'est surtout que ce qui pointe le bout de son nez aussi, c'est la convention des joueurs collective qui va arriver à échéance. Et, et notre petit représentant Bryce Harper, il n'est pas trop dans les bons papiers avec Rob Manfred. Donc ça risque d'être un peu chaud. Et les discussions justement pour avoir plus de jours de congé, pour avoir peut-être savoir pour les joueurs, pour comment dire leur intégrité physique, les calendriers, ça commence dès maintenant les négos. Donc alors je dis pas qu'il va falloir s'attendre à un lockout, mais les discussions vont être âpres. Donc après voilà, leur réorganisation en MLB, ça va être chaud. Jouer en NBA, ça roule. Pour vous les gars, non? Ça va? Le système de play-off, c'est play-in, franchement c'est pas mal. Alors oui, mais il y a des vrais enjeux de réorganisation et d'internationalisation. Très clairement, ce qu'a vécu la NBA avec les matchs au Mexique notamment, mais en Europe, ils se déplacent à Londres, ils se déplacent à Paris. En baseball, on peut citer les Tokyo Series, qui sont quand même des événements sur un marché qui est super important pour eux. Je pense qu'il y a des vrais enjeux. Après, il y a un autre enjeu que vous citez pas, c'est l'enjeu écologique quand même. À un moment, il faut que ces ligues elles réfléchissent aussi au déplacement. Il faut qu'elles réfléchissent. Alors vous jouez déjà beaucoup en série, ce qui aide quand même. Mais il y a un vrai enjeu dans les années à venir pour toutes les ligues de sport, c'est les droits télé, vous en venez d'en parler évidemment, et l'enjeu des déplacements et du physique des joueurs. Donc moi je pense que sur le baseball, il y a un problème de visibilité, c'est-à-dire de compréhension. Quand tu viens pas du baseball, c'est la ligue où c'est le plus dur de s'y retrouver à ce niveau-là. Effectivement, les gens qui suivent le baseball depuis 50 ans, pour eux, c'est tellement naturel que ça va leur gratter dans le dos. Mais il y a un vrai intérêt et à l'internationalisation et à la rationalisation pour que le produit soit un peu plus lisible pour les néophytes. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment un problème américano-américain, le fait de revenir sur les bases de la ligue, sur le comportement des gens vis-à-vis du baseball et tout ça. Revenir sur des acquis aux États-Unis, c'est quelque chose de très compliqué. Et de repartir, de refonder quelque chose de. Comme le disait tout à l'heure le J, je pense pas qu'ils vont tout remettre en cause pour tout remettre en cause. Même si ça pourrait être vraiment sexy, est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas. Après, comme le dit J, là tout à l'heure, je pensais dans ma tête, c'est vrai qu'au niveau des transferts d'avions, de ci, de mi, le terme économique et écologique en ce moment, vu ce que ça peut coûter, ça doit être, ça doit être pris en compte au niveau de la refondation et puis au niveau de l'évolution positive de la Ligue. Ouais, ça veut dire aussi rationaliser un peu plus les séries et les matchs. Peut-être pas rencontrer tout le monde, etc. et faire un peu comme la NFL. Finalement, il y a des matchs qui sont beaucoup de matchs intra-division avec du coup peu de déplacements et quelques matchs, voilà, et on répartit au fur et à mesure des années, Ouais. ce qui peut être bien. Voilà, mais après, le baseball, comme tu le dis, c'est un problème. Enfin, surtout, Manfred, je pense ce qu'il cherche à faire, c'est vraiment à internationaliser, comme tu le dis, donc à faciliter la lecture pour les étrangers, en tout cas pour l'international, et surtout aller sur des marchés qui ne sont pas déjà conquis, parce que tu parles des Tokyo Series, mais en fait, les Tokyo Series, c'est une facilité. J'ai envie de dire. Oui, c'est comme si la NBA va à Belgrade, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. J'irais même encore plus loin. C'est comme si la NHL allait ce qu'elle fait déjà, mais c'est comme si la NHL allait promouvoir le hockey au Canada, tu vois, ou au Québec.
voilà, tu vas sur un marché qui est déjà conquis et pour qui le sport est déjà un sport national, tu vois. La NBA, ça a pris du temps. Moi, je me rappelle des années 80, les McDonald's Open à Bercy, en Espagne ou en Italie. C'est ça qu'a fait, c'est un travail de longue haleine. Mais déjà, il y avait une base qui était construite. La NBA n'a pas trop évolué sur ses calendriers, son format, etc. Même s'il y a eu des équipes qui se sont joints, etc. depuis le temps. Mais voilà. Mais je pense que la MLB doit poser un socle et ce socle, ce sera cette refonte et cette expansion. Et après, derrière, pouvoir s'internationaliser. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on passe aux autres news, aux petites news qu'on a de la semaine. Ouais, un point Vas-y. animalier. Oui, Un un point écureuil. animalier. L'écureuil, le squirrel. Enfin, squirrel, moi je dis squirrel, ma femme elle me tue à chaque fois. Elle me dit non, ça se prononce pas comme ça. C'est squirrel. Squirrel delay, il y a eu contre le match à New York contre Boston. Ouais, tout à Et il fait. est venu se gratter au batteur, au petit batteur. Et après, hop, il a fait son petit bonhomme de chemin, un rallye. Il est allé sur Monticule. Et puis après, il est parti par Monts et par Vaux sur le terrain. Pas facile hein, de faire partir un écureuil hein, quand même. Hein. Et tout à fait. Pauvre petit écureuil. Et ils ont fait des super slow-mo et tout, c'est génial. Franchement. Ouais, il y avait beaucoup de petits trucs sympas. C'était plutôt pas mal. Alors, à savoir que c'était un écureuil gris, hein, Oui. et pas un écureuil roux. Parce qu'à New York, il y en a énormément. Enfin, quand je suis allé à Central Park, il n'y avait que ça. Quoi. Ouais. C'était incroyable. Ça traverse de partout. C'est- Ça Ils ont va des faire très, de, ils ont des ça très va faire de très belles beaux cartes. panaches. Comment? Ça va faire de super belles cartes, ça. Ah, un top snow, ça pourrait être, faire l'objet d'un top snow, comme le beekeeper lors de matchs de Arizona. Vous avez J'ai Bon, vu ça top snow. et moi, je vais faire mon petit point animalier. Donc, la différence entre l'écureuil roux et l'écureuil gris. L'écureuil roux est d'origine européenne et asiatique. Il est présent en France notamment. Il est plutôt habitué à un habitat type forêt. Hein, Pinède, sachant que peut-être. ouais, l'écureuil gris, lui, il est originaire d'Amérique du Nord. Il a été introduit en Europe, notamment au Royaume-Uni. Il est absent naturellement de France métropolitaine, mais on surveille son expansion. Et c'est ce fameux écureuil gris que vous pouvez voir si vous allez à Londres en Europe, que vous allez voir dans les parcs, parce qu'il a été introduit. Parce que oui, la grosse différence, c'est que l'écureuil gris, il est plus robuste et plus adaptable, notamment à l'habitat urbain. Voilà, c'était le petit point animalier. Je suis très fier de l'avoir fait. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Oui, Euh, on a toujours un point animalier ou un point bâche dans l'émission, donc c'est pour ça. Vous soyez pas surpris. C'est Bon, bah, toujours tout de notre fil suite. rouge de l'année. allez, grosse news, c'est Cal Raleigh. Ah ouais, Big 49 Dumper. home runs. Ah, ça y est, hein. Donc, Il a passé Salvador Perez. Ça y et est, il voilà. l'a dépassé. Et donc, c'est le record de home run Receveur. pour un catcher. Mhm. Donc voilà, point. À Qu'est-ce ton, qu'on... à ton avis, il va aller à combien? La Tu penses qu'il prévision est peut. Ouais. vers Là, 61, non Combien, Gilles? 61? Ouf, 61. ah ouais, il y a un mois de septembre. Hein. Hein. Alors oui, je dis pas, mais Hum, il va peut-être friser les 60, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Je sais pas hum. s'il fallait dépasser, je sais pas. En tout Ouais, cas, grosse perf, hein. je pense Il est aussi, énorme. il peut aller sur les 60. Mm. La grosse perf, ouais. Allez, point de vue... T'as des news, toi? Parce que moi, j'en ai quelques-unes, comme ça. En parlant de catcher, Samuel Basalo des Orioles qui a un contrat à 8 ans et 67 millions, le prospect numéro 1 des Orioles. Ils ont pris de l'avance, ça devait être fait l'année prochaine, pardon, et ça comprend une option de transfert en 2034 et 88 millions, un record pour un pré-arbitrage en catcher. Malgré tout, Rutschmann revient. Par contre, il pourrait peut-être le reclasser, Basalo, en première base. Donc, c'est-à-dire remplacer, il va arriver à la retraite bientôt, Mountcastle. Voilà. Ouais, autre problème qui se pose chez les catcheurs, c'est qu'on a JT Realmuto qui arrive sur sa dernière année de contrat et les Phillies seront intéressés pour faire venir Rutschmann. Exactement. Je dis ça, je dis rien. Et je dis rien. Peut-être. Voilà. T'as d'autres choses ou moi je Je peux peux y aller? passer. C'est bon. Moi, je te laisse la main. Allez, moi je vais faire un point infirmerie. Walker Buehler qui est out for the season pour une opération du défilé thoracique
Donc les nerfs et les veines sont comprimés, sans doute entre la première côte et la clavicule. Donc opération. L'opération en elle-même, c'est pas forcément un truc compliqué, mais c'est risqué et c'est la rééducation qui va prendre énormément de temps. Donc c'est pour ça qu'on a 8 à 9 mois, voire peut-être 1 an d'absence pour Buehler. Austin Riley, pareil, out for the season. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On a Tucker, on se posait la question pourquoi il n'était pas là. Fracture de la main, en fait, il jouait avec une fracture de la main depuis un moment. Bautista, le closer des Orioles, va se faire opérer au labrum. Encore une opération délicate parce que le labrum, bon, vous irez voir sur Internet, sur Wiki, ce que c'est le labrum. Voilà, ça fait partie de l'épaule. Vas-y, Nico, tu es dans le médical, hein, c'est ça? Ouais, vous avez fait un poil limalier, le labrum, là, c'est un joli chien avec un poil. Ouais, et qui aime l'eau. Golden Retriever ou voilà, ou Labrador. Non, mais donc le labrum, en fait, c'est ce qui permet de tenir la tête de l'humérus au niveau de l'épaule, et c'est une opération complexe. Il peut avoir derrière une perte de mobilité. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a vu? Craig Kimbrel qui a signé chez les Astros. Et oui, il a retrouvé un club. Je vous parlais de Marte au D-backs qui a présenté ses excuses suite à l'affaire des jours off qu'il demandait au D-backs. On a eu derrière Pedromo qui a dit mais non, il n'y a rien, laissez-le tranquille, etc. Bref, et lui qui s'excuse, tout un imbroglio finalement pour pas grand-chose. Perdomo. Ouais, Perdomo. Ah oui, j'ai dit Pedromo encore. Voilà. Pedro. Allez, niveau stats, on a Trevor Rogers qui, chez les Orioles, qui depuis l'ère ERA en 1913, depuis qu'on calcule, c'est le premier en 12 starts à avoir une ERA à moins de 1.5, une WHIP à moins de 0.800. Le dernier, c'était Walter Johnson en 1919. On souligne la perf. Côté perf, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, on a Nathan Eovaldi qui encaisse un run ou moins dans ses 15 starts sur les 22 starts qu'il a effectués. Ouh, Ouais. Mon petit candidat au Cy Young. Ouais. Hein? Ouais, tout à fait. Francisco Lindor, avec 8 HR en lead-off, il détient le record pour les Mets. Toujours chez les Mets, Alonso a battu le record de HR pour les Mets de la semaine dernière, j'ai oublié d'en parler. Bobby Witt Jr. qui a atteint les 100 HR cette semaine en carrière. Allez, soyons sympas, un petit Volpi depuis le 1er août. Attends, t'as oublié Chisholm aussi qui a 100 HR en carrière. Ah oui, exact. Il en a pleuré même dans les bras de Aaron Judge. Alors, restons chez les Yankees. Ils sont très émotifs quand même, cette équipe. Hein. Ouais, restons chez les Yankees. Volpi, depuis le 1er août, c'est une moyenne au bâton de 1,85, une présence sur base de 2,32 et un slugging de 369. 15 erreurs, toujours, avec des choses magnifiques. Il serait temps que son père quitte le management parce qu'il se dit qu'il s'appelle en vérité Anthony Boone. Voilà, c'est une histoire. Alors, ouais. Il aurait été conçu lors des World Series de 2004 lors d'un match entre les Red Sox et les Yankees. À l'époque, Boone était joueur des Red Sox. Il aurait rencontré une femme nommée Volpi, d'où voilà, enfant caché visiblement d'Aaron Boone. Un test ADN a été demandé par la MLB, par le propriétaire des Yankees, pour savoir pourquoi il est toujours sur le terrain. La vache, t'as lancé une bombe là, tu vas te faire défoncer. C'est parce que je me suis fait défoncer sur X. Vengeance. Allez, j'ai une petite question pour vous. C'est de la MLB mixée avec de la NFL. La première question, c'est vous connaissez les Expos de Montréal? Oui. Tout à fait. Savez-vous quel est le dernier, je dis bien le dernier, pas le premier tour, mais le dernier joueur drafté par les Expos? Pas moi. Il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps. Vous savez pas? C'est Tom Brady qui avait été
Ah oui. drafté en catcheur Exact. par les. Alors, par il y a les une carte. Expos. Il y a une carte qui existe de Tom Brady drafté par les Expos et qui est signée, qui est très recherchée par les collectionneurs. J'ai appris ça cette semaine, j'ai halluciné. Il n'y a que 3 villes qui ont gagné le Super Bowl et les World Series en même temps. En même temps. Donc, il n'y a Oui, que la 3 même villes. année, mais oui. La ok, même d'accord. année. Ouais. Et allez, tu as une idée? Ou est-ce que vous avez des idées? Denver. Non, pas Denver. J'étais pas loin. Bah, les Colorado Rockies, ils ont jamais gagné quoi que ce soit. Rockies, je gagne. Bah oui, c'est pour ça que Allez, Boston. Boston 2 fois, en 2004 et en 2018, les Patriots Les Patriots, et ouais. les Red Sox. Ouais, on en a une. New York, je pense pas. Si, New York, Si. mais pas Les avec Jets. les équipes. Pas avec Ah. les équipes Ah, concurrentes. d'accord. Non, c'est pas les Jets, c'est les Mets qui ont gagné en 86 et les Giants qui ont gagné le Giants. Super Bowl en 86. Ok. Et une dernière, il manque une dernière. LA. Non, Ah. jamais elle est. Jamais? Ah ouais? Jamais. Chicago. Jamais Non. Chicago. Et si je vous dis Black and Yellow, Ah, Pittsburgh. Pittsburgh Ah, ouais. en 79 avec les Pirates et les Steelers. Ouh, ah ouais. C'est pointu. Et on a eu un petit truc aussi cette semaine. Vite fait, a été publié le calendrier de la post-season. En fait, je ne vais pas donner les dates, mais il a été publié il y a 2 semaines. Donc, on a le calendrier pour la LCS, la LDS, la LCS et les World Series. Les wildcards aussi. Et les wildcards, tout à fait. Bref, peut-être je l'ai là sous les yeux, allez, je le dis. Les wildcards seront du 30 septembre au 2 octobre. La LDS et la NLDS seront du 4 octobre au 11 octobre. La LCS sera du 12 octobre au 20 octobre. La NLCS sera du 13 octobre au 21 octobre. Et les World Series seront à partir du 24 octobre jusqu'au 1er novembre. Voilà. Allez, c'est fini. On peut passer Player of the Week. au Player of the Week et après on passe à nos invités. Allez, rapide. Yes. Le Player of the Week. Player of the Week, ça va être rapide parce qu'en American League, il n'y en a qu'un pour moi. C'est Vinny Pasquantino qui a fait 5 matchs et un home run par match. Il a dépassé le record de la franchise pour le première base des Royals. En 7 matchs, 29 at-bats, il a fait 7 runs, 11 hits, 2 doubles, 6 home runs, 12 points produits, 2 buts sur balle, 5 strikeouts. Au bâton, 38% à la frappe, 43% de présence sur base et un OPS à 1.507. Et moi, rien que pour te faire chier, je vais mettre Kyle Thiel, qui a été échangé aux White Sox pour Crochette, qui nous fait une semaine à 23 at-bats, 7 runs, 11 hits, 1 double, 2 HR, 8 RBI, seulement 3 strikeouts, monsieur, et voilà, et un OPS à 1.321. Voilà. Bon, c'est juste pour avoir le dernier mot, quoi, c'est tout. Non, c'est juste pour te faire Ouais, chier. non, c'est bien. Après, en National League, Brenton Doyle des Rockies, center fielder, 6 matchs, 22 at-bats, 4 runs, 10 hits, 2 doubles, 3 home runs, 8 points produits, un seul strikeout, avec une base volée, 45% au bâton, 43% de présence sur base et un OPS à 1.390. Je pourrais rajouter Jerickson Profar des Braves, champ extérieur gauche, 6 matchs, 25 at-bats, 6 runs, 9 hits, 1 double, 3 home runs, 13 points produits, 2 buts sur balle, 3 strikeouts, 2 bases volées, 36% au bâton, 44% de présence sur base et un OPS à 1.208. Si je devais choisir, honneur aux perdants, les Rockies, Brenton Doyle. Voilà. T'es encore allé chercher un joueur. Ouais, tu vas voir qu'il va être pris. Bon, moi j'ai Freddie Freeman. 100%. Mais t'as fait un 100% la semaine dernière. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est un coup de bol. J'ai Freddie Freeman, moi, pour les Dodgers, avec 7 matchs joués, 27 at-bats, 7 runs, 10 hits, 3 doubles, 3 HR, 6 RBI, 2 strikeouts seulement, une base volée, et oui, un OPS à 1.267. Et le deuxième, moi, je vais aller parce qu'il fait une bonne saison, notamment en défense, c'est Trea Turner. 6 matchs, 29 at-bats, 7 runs, 12 hits, 1 double, 1 triple, 2 HR, 9 RBI,
Bon, 5 strikeouts encaissés, mais surtout 4 bases volées. Un OPS à En même 1.157. temps, c'est Trey Turner, gros, Julien. Et voilà. Mais Trey Turner, il vole des bases. De base, déjà, il en vole. Je vois pas, c'est une performance en soi. Gna, 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 gna. Tu crois que jouer chez les Rockies, c'est une performance, toi? Oui, Allez. oui. Jouer en altitude, oui, c'est une performance déjà. Ouais, bon, Bon. allez, c'est ta Point partie, là. 4, c'est Vas-y. parti. Point 4, Enchaîne. messieurs. Allez, on enchaîne. Les cartes addicts chez The Playoff FR. Un plaisir encore de vous avoir, messieurs. Merci encore. Alors, je vais faire une petite présentation. Gilles, tu vas me dire si c'est bon hein, ou pas après. Alors, Gilles Brett, c'est le président de l'asso Cards Addict. Mais ce n'est pas que. Il a une chaîne YouTube. Il a un compte X. Il est sur Discord. Il a une application qui est son nouveau bébé qui est sorti en août. Les émissions, le Café des Cartes la semaine prochaine qui fait sa rentrée. Nico et le Dijon, c'est le soir là en ce moment, le lundi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et nouvelle émission très sympa, J'irai breaker chez vous, qui est sur une très très bonne audience, je pense. Vous êtes organisateur aussi, si je me trompe pas, du Toulouse Card Show. Ouais. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, t'en as dit, j'ai dit beaucoup, on fait pas mal de choses déjà. Présente-nous présente-nous l'assaut, Gilles, tiens. Alors l'asso, c'est des passionnés de cartes qui se sont regroupés assez simplement, alors effectivement autour d'un groupe initial qui s'appelait les NBA Cards Addict, groupe qui a grossi, sur lequel on a dû se structurer en association parce qu'effectivement les projets devenaient de plus en plus importants. Et pour avoir une crédibilité et aussi une entité juridique face notamment pour l'organisation du Toulouse Card Show notamment, on avait besoin de se structurer en association. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on est une association à part entière. La particularité, c'est qu'on n'a pas d'objectif du coup pécunier, si tu veux, sur les breaks de cartes, sur les événements on est complètement on s'autofinance. On n'a pas besoin de sponsoring. On est complètement indépendant, ce qui nous laisse une grande marge de manœuvre pour pouvoir parler des producteurs de cartes, des distributeurs de cartes, des magasins de cartes. On n'a aucune attache, c'est-à-dire qu'on a les coups des franges pour dire ce qu'on a envie de dire sur les cartes, sur le marché des cartes. Et ça, c'est une grande liberté qu'on s'accorde justement grâce à l'association. Et puis, oui, en fait, on a fédéré des outils qui existaient déjà. Si tu veux, ma chaîne YouTube existait déjà depuis longtemps pour parler de jersey, de liquette, de baseball. Et effectivement, on a créé une application mobile et desk qui permet de suivre toute l'activité de l'association en temps réel et en format plutôt ludique pour tous les gens qui arrivent dans la collection et qui ont envie de nous rejoindre. Nico, toi, ton rôle dans l'asso, c'est quoi? Trésorier? Secrétaire? Moi, je suis Géo. Moi, je suis le gentil organisateur du groupe. Non, j'essaie de faire le lien avec, entre Gilles et les membres extérieurs au groupe, essentiellement. C'est vrai que je vais avoir comment dire, je vais être plus dans l'organisation et je vais essayer de ramener des gens assez intéressants pour parler de ce qui nous plaît, quoi. Donc voilà, après, je suis un membre à part entière de l'équipe, sauf que voilà, j'aime ce que je fais, donc je participe beaucoup. Et comme je pense être un gros collectionneur dans l'âme, que ce soit cartes, jersey, chaussures, ballons, trucs, bah, du coup, c'est vrai que je suis un petit peu touche à tout, et, et du coup, ça facilite vachement les choses, quoi. Alors il est très humble, Nico, mais on a effectivement cette émission hebdomadaire tous les lundis sur YouTube et sur Twitch concernant les cartes, ce qui est quand même un exploit parce qu'on est en live tous les lundis soirs. Donc ça, c'est le Café des Cartes et on a la chance d'avoir reçu des invités prestigieux. On a reçu Rémi Reverchon, Benjamin Bernard, on a reçu Alex de Trash Talk. Alex de Oui. Trash Talk. Enfin, on a vraiment des gens qui font partie vraiment du sport US. Benjamin Bernard est un spécialiste de sport US notamment, donc on a la chance d'avoir des très beaux invités. Et ça, c'est le travail de Nico. C'est lui qui fait le commercial à ce niveau-là. Je n'ai pas cette fibre-là, donc c'est lui qui s'en occupe. Et on a l'été un format qui est pareil le lundi soir, 21h, toujours sur YouTube, mais qui est beaucoup plus détendu,
puisque le Café des Cartes, c'est un peu comme votre podcast. On essaie de préparer les infos, on essaie de faire beaucoup de choses, et il y a beaucoup d'infos sur les cartes, évidemment. Donc là, c'est une émission très préparée, alors que le Dijon, pendant les vacances, on est un peu en antenne libre. On est complètement, d'ailleurs, en roue libre parfois, puisque ça nous arrive de pas plus parler de cartes. Mais voilà, donc c'est quand même assez représentatif de la dynamique qu'on a en ce moment sur les cartes, puisque avoir une émission hebdo sur le sujet, c'est quand même un vrai exploit. Et je remercie toute l'équipe qui permet de réaliser l'émission, puisqu'on fait des émissions qui durent entre 1h30 et 3h. Et c'est quand même une vraie performance aujourd'hui de pouvoir faire ça de façon hebdo. J'embrasse JB. Voilà, s'il écoute, JB, Madame Chaussette, Mickaël, tous ceux qui participent Ouais. de loin ou de près à l'émission. Ouais, Ouais, depuis combien de temps vous faites l'émission Le Café des Cartes? Le Café des Cartes, on va fêter les 3 ans presque. On est à plus de... ouais, Tous les lundis, et sans exception? Si, alors l'été, on passe en Dijon, si tu veux. Oui, oui. Voilà. On fait notre saison de septembre à juin, et puis de juillet à août, on fait des Dijon, mais qui, eux, sont pas programmés. Si tu veux, on les fait quand on en a envie. Là, on se met en mode roue libre. Voilà. Mais dès lundi prochain, À la rentrée. on a de nouveaux invités. On va recevoir Club Legacy, par exemple, qui est un acteur de la fabrication de cartes qui passe des contrats directs avec des joueurs. Et ce sont des entrepreneurs qui sont passés dans l'émission de M6 Qui veut être mon associé, par exemple. Donc des gens qui ont déjà une petite notoriété. Grâce à Nico, on va les recevoir lundi dans notre émission. T'as vu le J, on est encore tout petit, nous. Hein. Ouais, en même temps, c'est pas grand. Hein. On était petits aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'on en l'est toujours un peu. Mais... Oh, vous êtes quand même... Maintenant, je vois là de plus en plus, parce que moi je suis assidûment maintenant les cartes et le hobby en général. Vous êtes de plus en plus connu quand même. Hein. Vous êtes. Disons qu'on a plusieurs casquettes. Ce qui nous aide, c'est qu'on a plusieurs casquettes, si tu veux. On a la casquette de médias comme vous qui parle du sujet. Donc ça, on a cette casquette-là. On a la casquette de breaker, puisqu'on ouvre des boîtes. On était à 3 breaks par semaine l'année dernière. On va passer à 4 breaks par semaine cette année, ce qui est quand même énorme dans le sujet. On a la casquette création d'événements, et on a la casquette de influenceur youtubeur, si tu veux, sur lequel on essaie d'avoir du contenu assez régulièrement pour les jeunes qui arrivent. Donc toutes ces casquettes-là font qu'effectivement on entend un petit peu parler de nous, mais je te rassure, aux États-Unis, les influenceurs de cartes ne sont pas du tout de notre taille. Ils ont une envergure qui est un tout petit peu plus grande que la nôtre. On fait ça à notre échelle. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, j'ai des questions, je peux? Je t'en prie. J'ai pas levé la main. Vas-y, mais pas beaucoup, parce qu'après, moi, j'ai mon fil aussi. Hein. Ah, excuse-moi. Non, mais moi, c'est quoi le hobby? Donnez-moi une définition. Vas-y, Nico. Nico, ouais, je pense que... Le hobby, c'est, on va dire, c'est un lieu fictif où les gens qui ont la même passion se rejoignent. Nous, en l'occurrence, c'est les échanges de cartes et c'est les achats ou échanges ou autre chose. Tout a un lien avec le monde des cartes. Après, oui, voilà, quand on parle de hobby, c'est quelque chose d'assez peu concret, mais qui regroupe toutes les personnes qui aiment le monde des cartes. C'est le monde des cartes. Okay. Que les cartes? Le hobby, pas la collection, on va dire, en soi. À l'origine, c'est un terme pour les cartes, en fait. D'accord, ok. Mais effectivement, aujourd'hui, ça dérive. On parle de hobby pour les collectionneurs de sneakers comme les Nico ou comme moi, plus pour les jerseys. Mais au départ, c'est un terme qui est plutôt dédié effectivement aux collections de cartes. Nico est pas mal en jersey quand même. Hein. Je pense que vous avez plus de maillots que certains magasins spécialisés en France. Hein. Oui. Non, mais bon, oui, j'ai de la matière, mais non, Gilles, non. Oui. Gilles ah oui, non, mais oui, c'est la référence, oui, je sais. Rendons à César. Exactement. Par contre, vous savez que Julien collectionne, lui, alors on l'appelle le rat de Vinted, parce qu'il gratte tous ses maillots, tous ses t-shirts baseball sur Vinted, à prix vraiment très réduit. Et il s'est pris d'une passion à avoir un t-shirt et une casquette assortie. Et là, il est en mode City Connect en ce moment. J'ai raison ou pas? Non, je suis pas City Connect, je suis sûr. Allez, c'est bon, vas-y. Mais j'ai quelques City Connect. Je vois la collègue en même temps. Non, moi, mais j'en parle, mais je vais parler. Oh my god.
Oh putain, je suis un petit joueur. Ouais, t'es un petit joueur, ouais. Non, non, en sneakers, je pense que voilà. Oh, oh, la man cave. Oh putain, merde. Je deviens fou là. Non, Ah ouais, c'est beau. non, moi j'ai commencé Très beau. pour vous dire vite fait, j'ai commencé, quand j'étais gamin, dans les années 90 Oh là là. avec, les cartes de basket. J'ai pas toute cette collection, donc j'ai pas mal de cartes. Moi, ce qui me plaisait, en fait, c'était ouvrir un paquet et puis découvrir ce qu'il y avait dedans, en fait, et Ah je me OK. suis jamais pris d'une réelle collection pour un joueur ou pour une équipe. À part les joueurs que j'aimais bien avoir deux trois cartes d'eux, mais c'est tout. Et en effet, au niveau textile et cetera, j'ai pas mal de maillots de basket, des anciens, des champions, je sais pas si vous voyez un petit peu, quelques maillots de foot, de soccer. Et le baseball, ouais, je me suis fixé un objectif, c'est d'avoir, 29 maillots. ouais, non, 28. J'ai dit que je n'aurais pas les White Sox et je n'aurais pas les Yankees. Et donc voilà, donc j'ai un maillot et une casquette pour chaque équipe, mais avec des casquettes différentes des fois, et cetera. Donc voilà, j'ai quelques City Connect aussi parce que je les aime bien. Hem Donc après voilà, j'ai une petite collection en effet, je dois avoir une trentaine de maillots MLB je pense et puis des t-shirts, une bonne cinquantaine. Donc voilà, et les casquettes. Mais ouais, mais je m'y prends et pour les baskets en fait c'est pareil, enfin j'ai surtout commencé en fait avec les crampons quand je joue au foot américain. Et je dois avoir une trentaine de crampons et sur les baskets, ça doit être pareil, les baskets de basket, je dois en avoir une cinquantaine. Voilà, allez, je vous laisse poursuivre Allez. ah ouais, et m'expliquer le break aussi. Alors, bah, vas-y, allez-y, messieurs, qu'est-ce qu'un break? Le break, c'est une danse des années 80 sur du hip-hop. Breakdance? Voilà à quoi il sert. Voilà à quoi il sert, Nico. En fait, vous avez compris son rôle dans l'association. Un peu Le comme break, moi, c'est avec le podcast. j'aime bien résumer le terme. Le break, c'est un achat collectif. Voilà. Si vraiment on veut résumer le plus simplement possible, c'est un achat collectif. On achète une boîte de cartes parce que les cartes coûtent très cher. On achète une boîte de cartes et puis on la partage. Alors après, il y a différentes façons de la partager. On peut la partager au pack, on peut la partager aux joueurs, on peut la partager le plus souvent par équipe. Donc les gens achètent une équipe qui est dans cette boîte et puis ils touchent toutes les cartes qui sont dans l'équipe ou ils touchent pas du tout de cartes parce qu'il n'y en a pas de cartes de son équipe dedans. C'est un peu la roulette russe, quoi, parfois. Ah, c'est complètement un jeu de hasard. Ouais, Alors un jeu de hasard un peu plus maîtrisé parce qu'il y a quelques statistiques qui existent et si on mélange bien les boîtes, si on choisit bien les bonnes boîtes, si voilà, s'il y a un travail en amont pour étudier ce qu'on appelle les setlists, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a oui, théoriquement dans les boîtes, on minimise un petit peu le risque, si tu veux, mais le risque existe. Je dis souvent ça ressemble à du pari sportif ou ça ressemble à du quand tu vas dans un casino et que tu joues à un jeu de cartes comme le blackjack par exemple, sur lequel tu as de la c'est chance clair. et tu as de la statistique, tu Mmh. vois, qui se mêle un petit peu entre les deux. Donc, mais ça reste effectivement un domaine où il faut faire attention parce que c'est assez addictif. C'est Comme ça tout jeu le du hasard, mmh. quand on commence à gagner, on y prend goût assez facilement. C'est vrai que depuis que je fais des breaks chez toi, je regarde maintenant pratiquement tout le temps, le Beckett pour avoir la liste et surtout les équipes, voir, par exemple, tu vois sur, le prochain break que tu vas faire, les Tops Finest, il Mmh. y a des équipes où, par exemple, il y a, peut-être, 10 cartes, tu vois? Et par exemple, les Dodgers, c'est, 3 fois plus. Donc vraiment faire attention, voilà, sur ce que tu collectionnes et c'est sûr que si tu collectionnes les Rockies, tu vas forcément être déçu sur un break parce que alors peut-être que tu vas tomber sur un hit ou, une carte numérotée ou, une parallèle ou, peut-être, une auto, mais tu auras peut-être je pense que tu as moins de chances, de tomber sur, une carte des Rockies qu'une carte des Dodgers, quoi. Alors, Oui, mais si j'ai bien fait si j'ai pardon, Nico. non, Si non, j'ai bien vas-y, fait vas-y, mon vas-y. travail, le prix du spot sera pas non plus le même. Parce Exactement, qu'aujourd'hui, la exactement. personne Ouais. qui va acheter le spot des Rockies, c'est aussi pour ça qu'on fait les breaks, c'est-à-dire que du coup, tu as pas acheté une box très chère pour avoir très peu de cartes. C'est ça Mmh. l'intérêt du break. Oui, Cet achat tout à fait. collectif te permet aussi de rationaliser entre justement les très grosses équipes et les joueurs très attendus et les Padres, il y a pas excessivement de stars, même s'il y en a quelques-unes si tu veux, mais au niveau baseball, si je résume, tu vois, ça permet d'avoir les cartes. Les gens qui collectionnent les Rockies, par exemple, en ce moment, franchement, ce serait un peu un béni pour eux
parce que les spots sont très peu chers, donc ils pourraient avoir des cartes pour pas grand-chose. Et finalement, c'est souvent comme ça qu'on commence une collection. D'accord. Et va voir les autos que tu as pu sortir en Rockies ou sur des petites équipes qu'on n'attendait pas. Chaque fois, ça tombe costaud de chez costaud. Vas-y, le J. Ouais, mais après, les cartes peuvent aussi prendre de la valeur sur des joueurs qui vont avoir une carrière derrière intéressante. Bien sûr. Tu vois, je pense, chez les Rockies, il y a quelques joueurs qui sont passés et qui. Trevor Story. Ouais, Nolan par exemple. Arenado. Ouais, et tu peux avoir des gros Bichette. spots. Ouais, Le papa, hein, Bichette. ouais, je sais. Mais ça peut être intéressant, hein. Mais Alors, du coup, c'est plutôt pas mal comme. en fait, il y a aussi ce côté un petit peu pari sur l'avenir, vérifier les rookies qui sont dans les équipes, vérifier les performances. C'est pour ça que je vous parlais de l'influence de la performance aussi, ou de la hype. On sait que des fois, on a des joueurs qui hype un petit peu avant parce qu'ils jouent dans les ligues mineures, etc. Donc nous, on est très attentifs à ce type de bruit-là parce qu'on sait que ça a une influence sur notre marché. Et on va parler de Skenes, par exemple. Quand ça a commencé à démarrer, ça a été une folie dans le hobby. On n'avait pas vécu ça depuis assez longtemps, depuis quasiment un run judge, sur lequel on avait une attente, si tu veux, aussi forte. Et donc nous, ça a une vraie influence sur les prix du marché. Ok. Ouais, j'allais rebondir sur Nico, toi qui est un peu, qui ramote un peu comment dire, les grands collectionneurs, les invités et tout ça pour le café des cartes. Toi, comment tu perçois le pouls, on va dire, du hobby en France? Ah ben là, on est en plein dans une bulle là. On est en pleine spéculation sur le monde des cartes. Là. On en parle aux journaux télévisés. Il y a des émissions comme sur M6 où les mecs de Club Legacy vont présenter leurs trucs. Je vais remettre un petit peu la lumière sur l'association, mais on a réussi à remettre une rubrique carte dans le 5 majeur, qui est le plus gros magazine de basket US en France. Ouais, les gros influenceurs n'ouvrent plus que du Pokémon, mais ouvrent aussi des cartes NBA, baseball et football américain. Donc ouais, non, on est sur une belle vague. Je pense qu'on est sur une belle explosion. Je pense qu'il faut en profiter aussi parce que c'est une belle collection et que les gens ont besoin de comprendre et de découvrir ce qu'on fait pour pas nous traiter juste de geek et de nerd, quoi. Oui, c'est ça, surtout ça. De ce que tu dis très bien dans l'émission de Gilles, J'irai briquer chez vous, ce qui manque cruellement, c'est les trades. Finalement, on est là, on break pour avoir des gros hits. Ou alors moi, je vois le problème comme ça. Bien souvent, il y a des gens, ils collectionnent, ils amassent des cartes pour pouvoir les vendre après derrière. Et on n'est plus sur le fait de pouvoir faire des échanges, comme tu le disais, comme à l'école. Voilà, moi j'ai deux joueurs des Yankees. Est-ce que tu as des joueurs de Boston? On fait un échange, tu vois. Et je vois qu'aujourd'hui, on est plus sur l'aspect pécunier que l'aspect échange. Et là, je vois que il commence à avoir un petit changement, tu vois, par exemple, sur le groupe Discord des Cartes Addicts, on a quand même un canal trade ou sur X, etc. Si je peux me Alors, permettre, c'est la base. Dans le nom, à la base, c'est Trading Cards, Exactement. numéro 1. Après, c'est vrai que nous, avec le groupe que Gilles a créé, tout de suite, on a été une cinquantaine, une soixantaine de personnes à réellement participer et à se bouger le cul pour que les choses avancent. Comme l'a dit Gilles, c'est cher. Quand on achète une boîte à 300 ou 400 balles, il faut avoir l'argent pour se la payer. Et à l'heure actuelle, il vaut mieux, comme le dit Gilles, se focaliser sur un joueur ou sur une équipe et tout ça, et trouver des personnes qui ont ces équipes-là disponibles pour pouvoir faire des échanges et pour pouvoir se régaler pour pas trop cher non plus, quoi. Donc, ouais, si on arriverait à revenir à une collection de cours de récré, comme j'aime dire, ça serait vraiment bien. Mais bon, malheureusement, on est obligé à l'heure actuelle de faire du sensationnalisme de partout. Et on est obligé de passer par la case ah waouh, ah ouais, ça c'est. Écoute, combien cette carte? Ah ouais, ça. Ah, ça, dans le futur, ça va vous rapporter. On est obligé de passer par là. C'est malheureux. Ouais. C'est vrai que au début, je plaide coupable, hein, j'étais plus le break pour ça. Ben Voilà, oui, sur ça. Acheter une boîte de série 1, mon premier achat, c'est une boîte de série 1 en hobby, tu vois, par exemple. Et le hit que j'ai eu, c'est Vladimir Guerrero et c'est même pas
j'ai eu un patch, même pas en Wormed, en match, Ouais. quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est juste Alors, ça. on va se faire de l'auto-pub parce que tu as tout à fait raison. Je pense que la vraie faiblesse aujourd'hui de notre hobby, c'est le trade. Alors, dans l'association, on a mis un truc très original en place. C'est-à-dire que les membres de l'association, alors là, vous avez l'image, hein, derrière moi, j'ai des casiers qui sont là, qui sont les casiers de stockage des membres. Et pour des raisons écologiques, je ne leur expédie pas à chaque fois. Je conserve les cartes pour essayer de grouper les achats pour être un peu écolo, parce que notre hobby, il a tout sauf être écolo. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle le trade à la source. C'est-à-dire, si j'ai 2 adhérents de l'association qui s'entendent entre eux par les réseaux sociaux, ils peuvent me demander par un petit formulaire assez simple de faire des trades directement dans leur tiroir. Donc, eux, en plus, ça leur économise des timbres et des enveloppes, puisque c'est moi qui m'en occupe. Et on fait les échanges. Et effectivement, on veut par là renouer aussi après les breaks, si tu veux. Tiens, j'ai un double de Tatis. Ah, mais toi, tu as un double de Aaron Judge. Est-ce qu'on peut se les échanger? Et ça, c'est la vraie nature du hobby. D'ailleurs, il faut que je fasse un rapatriement. Je pense qu'il doit être un petit peu plein le casier. Bah, tu as un formulaire sur l'appli. Ouais, Voilà, faut que je fasse rapatrier ma plus belle carte que j'ai eue chez toi, celle des Orioles, le Ah, mais patch t'avais auto un patch tricolore, auto, toi. Oui, sur tricolore 25, non? des Orioles, C'est une très belle carte. de Mooncastle, Ouais, effectivement. Ouais. très très belle carte. Toi, comment tu le perçois le hobby en France en ce moment, Gilles? Oh, il a raison. Nous, on est en fait, on a eu un alignement de planètes, si tu veux. On a eu l'alignement de planètes de la diffusion des sports US, globalement. Bing Sport nous a beaucoup aidé parce qu'ils ont diffusé quand même quasiment tous les sports US à un moment avec une belle visibilité. On peut parler aussi d'M6, notamment sur le foot US, qui a pris un petit peu départ aussi. Et après, on a eu des rookies, notamment en NBA, qui ont mis la lumière sur nous. On a eu forcément Victor Wembanyama, qui a quand même, voilà. Mais on a aussi Bilal, on a aussi Zachary, on a Alexandre Sarr, on a beaucoup de gens qui rapprochent, si tu veux, le monde du sport US des gens. Et c'est vrai que les cartes ont ce côté souvenir. C'est vrai que les cartes rookies de Victor Wembanyama, ça a été quand même un tourbillon complet. Voilà. D'ailleurs, on voit, hein, on a un joueur de baseball français, Lacombe, Lacombe. qui gravite en ligue mineure et qui fait des super perfs d'ailleurs. Et on voit l'attente qu'ont les collectionneurs pour avoir une carte de lui dans leur collection. Et donc voilà, cet alignement de planètes, que ce soit aussi en NFL, même en NHL, fait que avec des belles perfs, des belles finales, des belles confrontations, si tu veux, il y a quand même il y a eu des beaux Super Bowl. Il y a Patrick Mahomes, c'est quand même un mec un peu charismatique. Et puis on a les séries Netflix. Faut pas oublier que quand Netflix fait, alors le truc sur Jordan, c'était The Last. Ah oui. Last Dance. Ouais, The Last Dance. Ouais. si tu veux, ça a aussi mis un éclairage sur la NBA, un peu côté un peu vintage. Derrière, ils ont fait des séries sur la Formule 1 et nous, l'explosion des cartes de Formule 1 aussi, etc., etc. Donc nous, on a un alignement de planètes qui fait que plus côté Covid et retour à beaucoup de collectionneurs qui ont eu des cartes dans les années 80 chez McDo, etc., le prototype de collectionneur qu'on a tous, bah oui, je vois sourire, mais on est beaucoup de collectionneurs comme ça, en fait. On est tous passés par là. Voilà. Et cette phase Covid a fait qu'on est retourné vers. Il y en a qui sont retournés vers les puzzles, il y en a qui sont retournés vers les Sudoku, et pas mal de gens qui aimaient le sport américain sont retournés vers leurs cartes. Et donc, voilà, nous, cet alignement de planète fait qu'on est en plein bouleversement. Et Nico en a parlé, les influenceurs, on a la chaîne Trash Talk qui traite de la NBA, et Alex s'est pris de passion pour un des fondateurs, s'est pris de passion pour les cartes. Et on a aussi un influenceur qui s'appelle Domingo, qui est assez connu des jeunes, qui s'est mis à ouvrir des cartes de sport et de NBA notamment. Et donc, ça donne un éclairage complètement nouveau sur notre hobby et ça nous attire une population qui n'était pas collectionneuse au départ. Moi, je m'en souviens, ma première collection, franchement, ça remonte à. C'est du foot, Coupe du Monde 98, album Panini sticker. Je m'en souviens comme si c'était hier, en fait. Mon père, il me l'avait offert ça. Et j'étais un fou de collectionner. J'avais fait le cahier entier de collection de stickers foot et c'était incroyable. C'était vraiment là le premier pas pour moi vers la collection, quoi. Franchement, c'est ce qui m'avait mis le pied à l'étrier au début, je Alors, pense. Ouais. faut pas oublier que le baseball, c'est quand même l'origine pure de la carte de sport. Hein. Oui. Et grâce à vous que les cartes de sport existent. Vous êtes un sport, enfin vous, j'aime bien le vous, mais Oui, nous, merci. c'est un sport quand même beaucoup de statistiques, on vous a entendu tout à l'heure, hein. Et pendant des décennies, le seul moyen d'avoir des statistiques sur les C'est les joueurs, cartes. c'était les cartes.
Exactement. Et de fumer. Parce que les Et premières de fumer fumer dans le dugout. Effectivement. Alors, au départ, effectivement, les cartes sont dans les paquets de cigarettes, hein. Voire même à l'origine, vraiment à l'origine, c'était pour promouvoir les clubs, si tu veux, avec l'avènement de la photographie. Donc, les premières cartes, on va dire que c'est plutôt celle-là. Et après, l'industrie des tabacs qui les glisse pour pouvoir se dire, ils vont acheter ces types de cigarettes plutôt que ces types-là parce qu'il y a des cartes à l'intérieur. Et ce qui est étonnant, c'est que le format n'a pas vraiment changé. Du coup, le format de la carte, c'est le format d'un paquet de clopes. Tout à fait. Alors, ouais, sauf que dans les paquets de clopes, à cette époque-là, les cartes sont plus petites, ce qu'on appelle les Ouais. cartes tobacco. Elles sont d'un format un tout petit peu différent. Mais Mais globalement, après, l'esprit est franchement le même. c'est Et d'ailleurs, ça. les cartes tobacco ont repris un peu, si tu veux, de vigueur. Elles existent encore. Ce format de petites cartes, il existe encore. Moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le J'irai briquer chez vous de Nico. La patience avant la passion. Là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il a raison, le con. C'est vrai. Il a raison, en fait. En fait, la patience, voilà, c'est comme tu disais, tu as une carte que tu as achetée, qui valait, je sais pas, $200 au jour J, et tu l'as eu trois ans après à 10 fois moins cher. Bah, C'est ça. ouais. Là, si je dois donner un exemple là actuellement sur le hobby MLB, j'adorais Volpi. J'étais très hype sur Volpi. C'est pas Ouais. vrai, Julien. T'entends ça? Je vois la tête. Mais sur le moment où tu voulais t'approcher d'un autographe de ce mec, c'était 400, 500, 600 euros. Ah bah maintenant, ça donne de l'argent avec la carte. Voilà, donc là, il y a 3-4 mois, j'en ai chopé une pour un sac de cacahuètes. Donc bon, ouais, au niveau NBA, moi je suis un gros fan de Zion Williamson. Et quand il est arrivé à NBA, ça a été une tornade. Les prix se sont envolés de fou furieux sur ces cartes. Et je me rappellerai toujours, et c'est toujours l'exemple que je donne, mais j'ai voulu acheter une carte Marvels qui reprend tout le contenu de comics et tout ça, et qui est magnifique cette carte. Mais pour s'y approcher, c'était du 300 euros, quoi. Et il y a peu, là, il y a 5-6 mois, je l'ai touché à 20 euros. Donc oui, notre hobby est un sport de patience. Voilà. Si on veut tout avoir tout de suite et tout, il faut avoir le PIB du Yémen à disposition. Ouais. Et sinon, si tu prends 1, 2, 3 ans et du recul et de la patience, tu arrives à te développer une collection avec des cartes qui peuvent valoir quelque chose à tes yeux parce que c'est quelqu'un qui te plaît beaucoup, c'est de l'esthétisme qui te plaît à toi et qui au final ne va pas te creuser ton budget et creuser ta tombe parce que ça coûte cher et que on est tellement dans un monde addictif là, de la carte que on veut tellement tout de suite, vite qu'au final, ça coûte cher et voilà quoi. Et surtout l'histoire de la carte. Tu vois, par exemple, moi j'ai une pauvre carte Panini Rate Rookie de Lars Nootbaar des Cardinals de Saint-Louis, mais que j'ai fait signer en main propre par lui à Londres, et une super signature. Et pour moi, en fait, cette histoire-là de la carte, même si la carte est pour elle pauvre en soi, mais l'histoire est bien, quoi. Oui, Julien, j'ai fait signer un autographe à Londres. Oui, voilà. Oh là là. Bon, la valeur de la carte, c'est celle que toi tu veux y donner. Moi, ma carte préférée, c'est une base toute con de Penny Hardaway. Alors la carte est jolie, hein, mais je l'ai chopée en 1995 à Orlando dans une station-service entre un pipi et un hot dog. Voilà. Tu t'es lavé les mains, moi? Non, bien évidemment. Super. Question de goût, hein, les gars. Et puis, je Est-ce suis que... infirmier, donc moi, Ouais, il faut qu'il y ait du Covid. Hein. Il faut pas que oui, ça. oui, c'est pour ça, ouais. Gilles, est-ce que toi, là, en ce moment, politiquement parlant et économiquement parlant, avec les frais de douane, Donald Trump, est-ce que on a des soucis à se faire? Ouais. Il y a un vrai sujet. Oui, parce que notre hobby change, il évolue. Le grand sport d'il y a 5 ans, c'était l'importation. Le grand sport d'aujourd'hui, c'est l'européanisation. Donc, moi, je conseille aujourd'hui à tous les collectionneurs de se calmer. Il faut être ultra prudent. On vient de voir d'ailleurs que la Poste vient d'annoncer certaines ruptures de charge sur des colis de plus de $100. On va avoir des problèmes. De toute façon,
les dispositifs qu'on utilisait eux-mêmes sont surtaxés. Donc, je pense qu'il faut absolument réorienter son regard vers l'Europe. Alors, on a chance, on a plus de boutiques aujourd'hui qui existent qu'il y en avait il y a 5 ans. On peut se fournir aujourd'hui sur le marché européen, c'est possible. Alors, le marché est beaucoup plus réduit, évidemment, les États-Unis. Mais là, à l'heure actuelle, je pense qu'il faut vraiment être très attentif. Il faut vraiment faire une pause avec les États-Unis et regarder, voire même avec la Chine, puisqu'on a des achats qui transitent entre Chine, États-Unis et Europe. Faut être hyper prudent. Ne vous lancez pas dans des achats de cartes démesurés maintenant, c'est pas le moment. Faut laisser un peu le temps de l'eau passer sous les ponts là. Ok. Le J, tu as quelques questions? Tu m'as dit que tu avais plein Non, de questions. ouais, non, mais j'écoutais ça parce que moi, tu vois, enfin après, Père Castor. Euh, Oui, c'est vrai. Non, mais moi, tu vois, j'ai découvert comme toi, je suis passé par les albums Panini dans la cour de récréation dans les années 80 avec la fameuse brillante qu'on cherchait tous à coller au niveau du club. Puis après, je me suis mis au basket et j'ai mes premières collections de cartes, en effet, c'est ce que disait Brett. C'est les premières cartes qu'on avait dans notre menu Maxi Best of McDo, les Upper Deck de chez McDo. À l'époque, justement, on en parlait aussi tout à l'heure, de l'internationalisation du basket. Et puis après, il y a eu un gros boom du basket, en fait, et ces cartes, elles étaient faciles à trouver. Enfin, tu pouvais aller chez un marchand de tabac et tu trouvais des paquets Upper Deck très facilement. Et tu commençais une collection comme ça. Et puis après, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai acheté des cartes sous plastique, tu vois, des cartes faites. Je me suis fait quelques plaisirs. J'ai rouvert ma boîte il n'y a pas si longtemps quand tu m'as parlé des cartes et de ta passion, Jérém. Donc j'ai retrouvé la boîte chez mes parents, je l'ai reprise. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être. Mais j'ai toujours fait ça, tu vois, en me disant, comme tu disais tout à l'heure, c'est marrant parce que je me suis retrouvé là-dedans, c'est en me disant, ah, je veux une carte parce que peut-être tu aimais le truc que cette carte va prendre de la valeur et tu penses à la revente en fait. Mais au final, moi je me suis attaché à ces cartes et j'ai pas forcément envie de les revendre, tu vois. C'est une, c'est une part de tout ce que j'ai aimé quand j'étais ado, quand j'étais jeune. Donc j'ai des cartes, j'ai pas envie de m'en séparer forcément. Même si au départ tu te dis, ah, j'ai cette carte-là, si je la revends, peut-être marcher, etc. Mais j'ai jamais franchi le pas. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, en effet, c'est juste le plaisir d'ouvrir et de découvrir des trucs sans savoir franchement la valeur que c'est. Tu vois, pendant un moment, je me suis dit, est-ce que j'achèterais pas un petit paquet, tu vois, une petite boîte c'était quoi, une dizaine de paquets dedans. Ça restait un prix abordable, c'était chez Fanatics où tu pouvais acheter ça, et je me suis dit, tiens, et puis j'ouvre comme ça, parce que le plaisir, c'est juste d'ouvrir, en fait. Mon plaisir était juste d'ouvrir et de sortir les cartes et de voir et faire machin. Et j'ai mes premières cartes de baseball, et j'ai une carte des Yankees, c'est Jim Abbott, je sais pas si ça vous parle, Jim Abbott, c'est un lanceur qui avait qu'un bras. Un bras, avec un bras. Mm. Un bras. Et c'était ça, et je m'étais mis une petite collection de baseball parce que je voulais absolument trouver des joueurs des Indians. Je ne l'ai pas trouvé, à part Vizquel, mais Vizquel avait été tradé chez les Blue Jays. Donc, j'ai un joueur des Indians, mais qui passe sous la couleur des Indians. Mais tu vois, c'était ça, et puis là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas refaire un truc comme ça, mais c'est vrai que c'est comme tu le disais, ça peut coûter vite de l'argent, si on ne sait pas. Et je suis hyper. Moi, vraiment, là, je découvre quelque chose. Et je me dis, ça peut être, j'irais bien voir en fait avec ma petite boîte, voir un petit peu qui commence à échanger. Pourquoi pas faire, parce que là on échange, vous parliez beaucoup d'échanges de ligues, mais moi ce que je voulais savoir, c'est ce qu'il y a des échanges interligues. Genre, tu as une carte je sais pas, de NBA, Ouais, je vais dire une connerie de Magic Johnson et que tu veux ouais, parce que moi je parle j'ai que ça, j'ai pas de joueur des années 2000. Avec, je sais pas, Manny Ramirez chez les Guardians, tu vois. Et c'est plutôt intéressant. Je me dis, ouais, pourquoi pas faire ça, en fait, au final, j'ai une petite base, pourquoi pas s'amuser à faire ça et découvrir ça d'une autre manière. C'est plutôt intéressant et c'est tout l'aspect, en fait, j'allais dire communautaire, mais un peu qui m'a l'air intéressant. Tu parles avec des passionnés et fatalement des passionnés aussi un peu de sport, parce que comme vous l'avez dit, tu touches pas aux cartes sans t'intéresser un minimum au sport. Donc voilà, moi je suis passionné de sport US depuis tout petit.
Et je me dis, bah, tu vas retrouver des gens avec qui parler, etc. Et c'est plutôt C'est le intéressant. point, c'est le point commun entre tous les gens qu'on croise. Ils sont passionnés de leur domaine. Alors, plus ou moins, hein, on a des vrais spécialistes. On a aussi des gens qui couvrent tous les sports US. Et ça, moi, ça m'impressionne. On a des gens qui sont capables de aussi bien de parler de hockey, de baseball, de foot US et de NBS. Et moi, j'en suis incapable d'être aussi précis. Voilà. Mais on a des bibles avec nous. Hein. T'as des gens, c'est des véritables bibles. Moi, quand je reçois des collectionneurs à la maison, je pense à un Toulousain là, qui s'appelle Alain. Il est capable de me citer le match et le home run du gars avec la date précise. Enfin, ah oui, oui. Non, mais Tu es fan de Baltimore, Alain, c'est ça? ouais. Oui. Ouais. Oui. Quand je te dis des passionnés, c'est même des gens, ils sont un peu bizarres, si tu veux. Hein. Il y a un moment, Non, faut qu'ils sortent un mais, peu. mais, Hein. mais tu sais, je vais faire un petit coucou à un auditeur là qui nous écoute, à Greg, Jeter fan. Tu vois, c'est aussi des trucs qui m'hallucinent, quoi. Tu vois, faire de la collection d'un seul joueur comme ça. Moi, je sais pas me mettre sur un seul, tu Bah, vois. Mani, quand même, tu pourrais le faire. Ouais, mais Mani, Kiké, ah non, Kiké. Ah, Kike, merde. Mani, tu vois. Non, mais c'est des trucs. Je le ferai pas forcément pour des cartes, mais tu vois, regarde, j'ai acheté le maillot de Kike Hernandez, voilà, j'ai trouvé le maillot de Manny Ramirez, je les ai achetés, mais voilà. Après, oui, tu vois, quand tu te prends d'un truc, mais c'est bizarre parce que tu sais que tu mets ton doigt dans un engrenage, tu commences et tu vas vouloir les maillots. J'ai commencé ça, regarde, je m'étais dit un ou deux, pas plus, ceux que j'aime bien, que je trouve beau. Regarde, je me retrouve avec 28 équipes sur 30. Pourquoi on s'appelle Cards Addict? Et ouais, je sais bien. Mais je le comprends maintenant, tu vois. Et je comprends aussi, tu vois, regarde, Manny Ramirez, j'avais commencé, j'ai eu celui des Red Sox, j'ai eu celui des Dodgers. Tu sais, je me suis posé la question, j'essaierai pas de trouver celui de Tampa Bay, tu vois, alors qu'il a fait 4 matchs avec les Tampa Bay Rays. Euh, tu commences à devenir, à partir dans un truc qui devient compliqué. Et en fait, il me venait une idée, je sais pas, ça existe sans doute. euh, mais tu vois, ça me fait penser un peu, même si c'est pas physique, mais ça existe peut-être un endroit physique comme ça où enfin, je pense que oui, parce qu'il y a ça existe pour les jeux de société, etc. Mais tu vois, genre un bar où tu te retrouves et tu échanges, tu viens avec tes cartes, échanges, mais juste même échanger de manière orale, tu sais, pas forcément l'échange, le trading card, mais l'échange, le speak, quoi, tu vois, le speech, je parle. C'est la Et base, c'est la base de nos conventions, puisqu'on a des conventions de cartes. On parlait du Toulouse Card Show, mais il en existe à Paris, il en existe à Lille, qui aura lieu fin septembre, notamment, à Monaco début septembre. Et nos adhérents, aujourd'hui, ils ont tendance effectivement à se réunir à 4-5, à 5-6. Pour te donner une idée, pour aller vraiment dans ton sens, sur l'application, on a développé une carte de France des collectionneurs. Et ce qui permet de le géolocaliser, entre guillemets, qui sont tes proches voisins et qu'est-ce qu'ils collectionnent, pour justement essayer de privilégier ce côté de rencontre, parce qu'on se parle beaucoup sur les réseaux, tu imagines bien, c'est aussi une des évolutions du hobby. Hein. On peut parler avec des gens de partout dans le monde. Mais oui, les rencontres physiques, c'est aussi là, on va avoir nous mercredi, donc dans 2 jours, on a une rencontre avec les Toulousains qui d'ailleurs va se transformer en assemblée générale de notre association. Du coup, j'en profite, mais j'ai une dizaine de personnes qui viennent à la maison et qui vont ouvrir des boîtes, qui vont échanger des cartes, je l'espère, qui vont parler de sport US certainement. Donc voilà, oui, c'est un vrai. J'aime pas trop le terme communauté parce que c'est quelque chose qui pour moi a d'autres sens, mais j'aime beaucoup ce groupe, voilà, ce moment où en fait la passion nous regroupe. ouais, Nico. Nico, ouais, vas-y. Là, pour donner un exemple, c'est quand c'est samedi, il y a 4 ou 5 collègues de Paris qui se sont ouverts des boîtes un petit peu vintage, NBA, football américain et tout ça. Ils se sont fait péter un autographe de Ja Morant. Je ne sais pas si vous avez je sais pas si vous voyez qui c'est au niveau NBA. Si, tout à fait. Voilà. Genre des Grizzlies. Carte rookie signée. Voilà. Le mec, je te laisse imaginer comme il est en train de transpirer là encore à l'heure actuelle. Ils se sont fait ça entre 3 et 4 potes, ils se sont acheté la boîte, ils se sont retrouvés dans une brasserie, ils se sont fait 2 cafés, une boîte de cartes, un Dijon, une boîte de cartes, un repas, une boîte de cartes, et puis un orgasme avec Ja Morant. Wow. Mais tu vois, c'est un truc,
C'est un truc que j'aimerais je sais pas si ça existe, mais que j'aimerais voir parce que moi, je repense à ça parce que sur l'île, et je crois aussi, sur Paris, en tout cas, je sais que ça existe, mais il y a un bar comme ça thématique qui s'appelle, je pense que ça existe dans d'autres villes, hein, comment ça s'appelle, Dernier bar avant la fin du monde, où tu vois, il y a des jeux de société et c'est dealer et en même temps, ça propose un lieu de restauration et de boissons et les gens font leur truc. Et tu vois, moi, dans ma tête, j'imagine, mais j'étais en train de me dire en vous écoutant, ce serait génial de faire un truc, genre, tu as un bar, le mec, il peut vendre des cartes, etc. Et en même temps, tu viens, etc., tu viens, t'échanges, tu te poses, tu ouvres ton paquet de cartes et puis peut-être que le mec à côté de toi aussi, tu vas échanger, tu vas discuter de ça et un lieu de rencontre, tu vois, et de dealers aussi, enfin de deal, quand je dis deal, qui vendent des cartes, etc. Alors On a un l'idée est très bonne puisque beaucoup l'ont eu. Le Ouais, je me problème pour doute. le problème pour les cartes, c'est l'approvisionnement. Aujourd'hui, tu as 3 marques qui dominent le marché, et qui, font la Vampiri. pluie et le beau temps sur la possibilité d'avoir des box et quand tu imagines que l'Europe est le cadet de leurs soucis, voilà donc déjà des magasins de cartes eux-mêmes, ça a été très compliqué à avoir, en Europe. Il y a que des grosses marques qui ont réussi à s'implanter et cetera et pour être un particulier, qui voudrait, c'est encore plus compliqué et je te remets 5 € dans la machine en te disant que les contrats, pour les cartes changent, puisque notre ami Panini, perd la NBA et la NFL successivement, donc cette saison et la saison prochaine et que c'est une autre marque qui s'appelle Topps, celle qui produit les cartes de baseball principalement, qui reprend le contrat. Donc imagine que tu aies monté ton bar il y a 1 an et que tu avais réussi tant bien que mal à avoir un accord avec Panini, et ben, faut tout recommencer. On a un collègue qui a essayé de monter, et qui essaye de monter un projet du côté de Barcelone, Bowler. Et c'est compliqué. C'est compliqué, que ce soit pour les licences, que ce soit pour les loyers du local, que ce soit. C'est compliqué. Et encore, chez lui, là-bas, en Espagne, c'est vachement plus simple qu'en France. Ouais, je me doute qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais tu vois, Ah toi, ouais. c'est Ah, dans mon... l'idée C'est est fabuleuse. c'est L'idée le est fabuleuse. truc, tu vois, qui m'est venu en tête et je parle de cartes, mais ça peut être tout type de collection autour du sport US, là, parce que là, on le voit, enfin, vous voyez pas à l'écran, mais on en a parlé, mais voilà, on a vu la collection de Nico nous a fait un tour chez lui. Ça va du poster, ça va du maillot, des sneakers, du jersey, voilà. Et derrière Gilles Brett, je vois, il y a un portant rempli de maillots. Enfin voilà, ça peut être autour de tout ça, etc. Mais ouais, je trouvais l'idée chouette, mais en effet, bien sûr que de toute façon, il y a tout ce qui va être réglementation, tout ce qui va être commerce, etc. Trouver un grossiste aussi déjà, enfin peu importe par où on va passer. Mais je me doute que c'est pas une affaire simple et que ça se monte pas en un jour. Mais voilà, l'idée, et je trouvais l'idée plutôt bonne parce que c'est aussi ma passion quelque part. Tu vois, même si je collectionne pas forcément les cartes, je me retrouve dans votre passion parce que j'aime le sport US. Enfin, voilà, tout Exactement. simplement. Bon, voilà. Petite question dernière. Cards Addict, qu'est-ce que ça va être prochainement? Y a-t-il des nouveautés qui vont arriver? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire? Le droit non, mais on garde certaines exclus. Effectivement, on va continuer à grossir très clairement. Le but est de T'as lâché grossir. une, t'as lâché une bombe l'autre fois sur Discord, hein. Hein? T'as lâché une bombe l'autre fois sur Discord ou sur X, hein. Ah, disons qu'on a des projets, il y a beaucoup de choses autour de la gestion de la collection notamment. C'est sûrement le prochain pas qu'on va franchir, de pouvoir aider les gens qui rentrent dans le hobby, de pouvoir gérer correctement leur collection. Donc ça, ce sera le futur gros projet du groupe. Le truc, c'est l'associatif, c'est bien, mais il faut qu'on fasse attention parce qu'on devient quasiment un peu trop gros pour de l'associatif. Ça Oui. commence à prendre une ampleur démesurée et j'ai la chance de pouvoir m'en occuper beaucoup en ce moment. Je ne sais pas jusqu'à quand on pourra tenir un tel rythme. Mais voilà, oui, il y a plein de choses parce qu'il y a plein de nouvelles cartes. On me demande de faire de la WWE. On me demande de plus en plus de tennis, même si on en a déjà fait. On a sorti une autographe de Joko notamment.
sur 50, qui était une carte incroyable. Voilà, donc il y a tous les sports, il y a pas mal de sports qui se développent aussi. Il y a des cartes de golf qui sont de plus en plus belles. Enfin, on a vraiment un panel de choses. Donc on a de belles heures devant nous, mais un peu comme vous, comme tous les passionnés, le vrai critère, c'est le critère temps. Parce que gérer un podcast, parce que gérer une émission, parce que aller tourner chez nos amis pas loin de Béziers, c'est du temps. Monter une émission, c'est aussi du temps. Créer le Café Les Cartes, c'est aussi beaucoup de temps passé. Comme vous devez préparer votre podcast, j'imagine. Donc voilà, mais oui, on a encore pas mal de projets. Après, est-ce on aimerait, si tu veux, le rêve. Le rêve, c'est de pouvoir un jour faire un voyage aux États-Unis avec les adhérents pour aller voir du sport US et acheter les cartes en live aux États-Unis. Ça, ce serait le Graal non déterminé, si tu veux. Voilà. Si vraiment j'avais un truc en me disant l'aboutissement un jour de ça, ce serait de partir en voyage avec le côté rencontre qu'il évoquait le J, c'est-à-dire le truc, on vit un truc ensemble. Voilà. Ça, c'est ton rêve à toi, ça. Arrête. Ça, c'est ton rêve à toi. Non, pas mon rêve. Pas mon rêve. Moi, je prends pas l'avion. Appelons un chat un chat. On a envie de devenir riche, célèbre. Bon. Faire plaisir à nous rendre des cartes avec des nanas, des gros seins devant nous. Aux États-Unis, pas aux États-Unis, on s'en fout. De la drogue. Non, le rêve du rêve, c'est que ça continue de prendre de l'ampleur et que ça reste quand même quelque chose d'enfantin, de bien, de sympa, de bienveillant. Voilà, moi, ce que je rêve là, au jour d'aujourd'hui, je viens de dire au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, c'est pas grave. Ouais. Mais que ça devienne quelque chose de cool, c'est bien, c'est in, c'est tendance, tant mieux, mais que ça ne devienne pas quelque chose qui rapporte de l'argent, parce que c'est pas vrai. Je suis désolé de dire, d'enlever ça, enlevez-vous ça de la tête. Vous ne serez pas riche avec la carte. Si vous êtes vraiment collectionneur, vous ne le serez pas. C'est pas vrai. Mais toute collection, et je suis bien placé pour parler, on perd plus d'argent qu'on a. Exactement. J'ai mon oncle qui a acheté les figurines Altaïa Astérix. Il a fait ça pendant 3 ans. Il s'en est mis pour 8 000 € de collection, en se disant qu'un jour ça allait prendre de la valeur. Là, hier ou avant-hier, il a voulu les vendre sur Vinted. Un mec lui a proposé 80 €. Donc bon, appelons un chat un chat. Il faut pas rêver. Les cartes, à moins de vraiment de tomber sur la perle de la perle, et comme tout gagnant du loto, hein. Si on tente pas, on gagne pas, ça c'est sûr. Mais au final, réussir à se faire plaisir, réussir à donner envie aux gens d'échanger, de se voir, de pas rester dans son coin, à développer des envies, des problèmes. Ça, c'est bien. Là, je pense qu'on est dans une superbe mouvance où les gens ont envie de découvrir. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'ouvrir des cartes, de se développer là-dedans. Et après, voilà, le seul truc qui va nous manquer à un moment donné, c'est de l'exposition. J'arrête pas de le dire. On est un hobby de niche. On est dans la niche de la niche. Et si on réapparaît pas constamment dans les bureaux de tabac pour pouvoir avoir la possibilité de choper un paquet, ou chez Auchan, ou qu'on parle un petit peu de nous dans les journaux télévisés, ou qu'on ait une émission sur Bein. Ah, c'est ça que je pensais à ça aussi. Oui, non, mais passe pas trop fort. Non, mais après, voilà, comme je le dis, on en parlait la dernière fois avec Gilles, c'est vrai que notre association est partie d'une idée à la con, parce que c'est vraiment une idée à la con. C'était entre 2 parties de NBA 2K que le truc s'est monté. Puis un jour, une autre idée à la con, ce serait bien qu'on fasse des breaks. Ah, ok, c'est faisable. Ah, bah oui. Et puis, mais ce serait bien qu'on parle des breaks sur 5 majeurs. Tiens, on va aller taper la discute au mec de 5 majeurs, qui est devenu un collectionneur depuis. Tiens, maintenant, on connaît bien, on a la chance de connaître des gars de chez Bein, on connaît bien Rémi Reverchon, on connaît bien Benjamin Bernard, on connaît. Est-ce qu'il serait peut-être pas intéressant de mettre un petit peu de cartes dans leurs émissions, mais pas de parler que de performances sportives, mais aussi l'aspect culturel de la chose, les maillots, les chaussures, ça intéresse les gens. Donc, il y a des idées. Après, il faut avoir l'audace
d'aller demander si c'est faisable. Et puis si c'est faisable, il faut avoir la force mentale et l'obstination de mener à bien nos projets. Ouais. Alors, je suis un fervent partisan de ce que tu viens de dire. Des fois, il faut y aller comme ça. Mais Ben, j'aime bien, mais tu vois, ce qui me plaît dans ton discours, parce que je m'y retrouve, c'est tout l'aspect culture, histoire. Oui. Tu vois, tu parles, parce qu'on parle de sneakers ou de maillots, mais moi, je suis un passionné tu vois, j'aime bien dessiner sur ordinateur. Je me suis amusé pendant un temps à faire des logos de certains clubs en reprenant des trucs. Du coup, je me suis intéressé à l'histoire des logos. Par exemple, tu vois, comme là, on parle des Padres, il y a 3 lettres, en fait. Il y a pas que le S et le D, il y a le P qui est intégré dans le truc, et une fois qu'on te le dit, tu vois que ça. Mais tu vois, c'est l'histoire de pourquoi tel maillot est comme ça. Tu vois, ce que j'ai bien aimé faire quand on parlait tout à l'heure en début d'émission du classement City Connect, c'était d'aller voir toutes les références qu'on mettait dans le maillot. Et c'est ça qui était intéressant dans cette première collection, parce que maintenant c'est de la merde. Les Ah ouais. Rockies. Les Rockies, les White Sox, c'est juste il y a aucune. Ah, dis pas ça parce que Nico il a acheté le City Ah, bien Connect sûr. des White Sox. Bien Oui, sûr. mais il a pu. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que entre l'histoire. Allez, je digresse, mais j'aime bien ça, Père Castor. Entre l'histoire du City Connect, le nouveau, et l'histoire de l'histoire que racontait le City Connect Southside, il y a quand même Oui, une grosse il y a un différence. monde, oui. Southside, on parle d'un quartier, on parle de, voilà, Voilà, c'est le celui-là. meilleur, c'est le plus beau On, des on City parle, Connect. on parle d'un quartier qui a vu l'organisation criminelle, qui a vu Al Capone. On parle d'un maillot noir et rayé type des costumes de ces fameux mafieux. Et à côté de ça, on va te mettre un pâle réplica que tu peux trouver en marché des Chicago Bulls. 26 000. Bien sûr. Ah ben, Timmy, qu'est-ce que Exactement. l'histoire qu'elle raconte, elle ne raconte plus rien. L'histoire, elle a été diluée dans un truc qu'on veut vendre. Et c'est là aussi où, tu vois, j'ai préféré acheter l'ancien maillot des Rockies, être déguisé en plaque minéralogique, j'en ai rien à foutre. Je le trouve 100 fois plus beau que le nouveau. Et je m'en fous parce que c'est cette plaque minéralogique, c'est ce truc, ça représente l'état du Colorado. Ça représente quelque chose. C'est pas simplement le colorful, tu vois, Colorado, où je te mets dessiné par un enfant de 4 ans. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur le Minnesota qui est très moche, mais ceci dit, il y a une histoire. Il y a la représentation des vagues, il y a la représentation d'une carte. Mais maintenant, les jeunes ne savent plus ce que c'est une carte en randonnée avec les dénivelés, etc. Tu Oui, vois, tu peux c'est le tout prendre ça. celui-là. Oui. C'est tout ce que raconte un maillot, c'est tout ce qu'il y a dessus, et c'est tous ces petits clins d'œil que j'aime bien, tu vois, quand il y a un maillot qui sort. Et c'est pour ça que je vais l'acheter aussi. Tu vois, acheter un logo, un maillot avec un logo, parce que je connais l'histoire du logo. Je sais, pour les pompes, c'est pareil. Tu vois, aller acheter, j'achèterai pas parce que je n'ai pas les moyens d'aller m'acheter une paire de Jordan 4, mais ce motif éléphant, putain, quand je le retrouve sur une paire de Jordan, je le kiffe. Parce que pour moi, ça a une signification. Je vois ce que c'est, je vois par qui ça a été fait. J'ai collectionné des URH pendant un moment parce que c'était un designer. Je le Ah oui. collectionnais pour un designer parce que cette chaussure, quand je l'ai vu sortir en 92, c'était le futur. Putain, un chausson néoprène dans une godasse que tu allèges au maximum. Enfin, c'est tout des trucs comme ça qui font que j'aime prendre. Tu vois, j'aurais pu me contenter d'un gant, mais non, je suis allé chercher 3 gants de haute qualité parce que il y a quelque chose derrière. Tu vois, Je te rassure, on a exactement la même démarche avec nos cartes. C'est exactement mais ça. je me doute, Et, je me et- doute. et la particularité de l'association, si tu veux, c'est qu'on essaye de détacher le côté prix de ce côté justement. Nous, on cherche de l'histoire, on cherche de l'esthétique, on cherche de la cohérence de collection et pas forcément un prix de revente. Tu vois, et ça, c'est notre ADN pur. Mais maintenant, quand je fais une collection, je la fais pour moi, hein. Ben Tu voilà. vois, je la fais pas pour chercher à revendre. Maintenant, quand je fais un truc, je le fais pour moi. Et en effet, c'est là où Nico disait, on s'enrichit pas, hein. Non, j'aurais pu m'acheter autre chose, hein, avec ça. Mais non, tu vois, je me fais ça parce que je me fais un kiff, parce qu'il y a un détail qui va faire que bah, c'est au top. Alors, deux petites choses pour finir. La première, c'est donc allez voir ma dernière vidéo qui parle d'une boîte Tokyo Series spéciale qui a été faite avec un artiste, Takashi Murakami,
qui est un artiste très reconnu au Japon, et donc il y a une boîte spéciale. Donc allez la voir, je pense que ça vous intéressera. Et que vous connaissez sûrement si vous avez bu du Perrier il y a 1 ou 2 Oui, ans, il une était sur les collaboration. bouteilles de Perrier. Bien. Ou alors si tu acheté des sacs Louis Vuitton LVMH, mais là je pense que c'est un autre public. Exactement. Alors s'il y a des gens qui sont clients chez LVMH, etc., et qui l'ont, n'hésitez pas à faire un don à mon association. Financez-nous. À mon association. Et la deuxième information importante de la nuit, puisque ça c'est vraiment l'information toute chaude, c'est que historiquement, la carte la plus chère du monde était une carte de MLB. Jusque-là, c'était une Mickey Mantle de 1952 Yes. qui valait près de 12 millions de dollars, a été détrônée la nuit dernière. Donc vous n'êtes plus la carte les plus chères, messieurs du baseball, c'est de la NBA, c'est une double logoman Kobe MJ qui est partie à 13 millions de dollars, pour revenir à des chiffres très effrayants pour nos collections. Ouais, Kobe, mais tu ouais, vois, ça le reste Kobe. problème. Ouais. Ouais, mais tu vois, alors ce que j'aime bien la collection, mais tu vois, ce type d'information, typiquement, ça biaise tout ce qu'on vient de dire parce qu'on vient d'y mettre un prix La qui passion. fait rêver. Non, mais tu viens de breaker Ouais. le loto, là, en fait. Tu viens de dire le jackpot, il est à Alors, 250 millions. non, Alors, parce qu'en fait, c'est et pas tu dans vas nos aller sphères. acheter. Mais je sais bien. Il faut comprendre que ça, c'est pas nos collections. Mais C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est-à-dire que ça, c'est pas nous, parce qu'en plus, c'est 13 millions, c'est sûrement pas un particulier. Ça se peut que ce soit un consortium d'investisseurs qui achètent ce genre de carte. Donc, en fait, c'est pour l'information, mais il faut absolument pas se dire que cette carte, un jour, tu la trouveras. C'est impossible. Tu ne trouveras jamais ces cartes-là dans les box. Ça n'est pas possible, ce n'est pas dans nos sphères. Mais j'aime bien, tu vois, c'est ce côté-là qu'il faut démystifier. Et ce que tu viens de dire, ça apprend beaucoup de choses sur en fait ce que ça doit être. Et je pense que tout le message, je pense qu'il va falloir conclure. Jérém a des trucs à vous faire, mais moi je vais conclure comme ça, Jérém un peu derrière. Moi, tout le message que je retiens, c'est avant tout, c'est comme tu dis, c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est quelque chose qu'on a. Il faut pas le faire pour en espérant gagner de l'argent. C'est exactement ce que disait Nico tout à l'heure. C'est il faut un âge et une certaine, j'ai presque envie de dire, il faut un âge et une certaine maturité parce que il faut pas chercher voilà, tu vas le faire. Au final, tu vas voir que ces collections qu'on fait, on les fait pour soi finalement, on les fait pas pour tous un les gain, souvenirs, un truc. pour tous les souvenirs que tu as évoqués ou les recherches que tu as faites dessus. Elle sert à ça, la collection. Elle sert aux souvenirs, en fait. Et même à découvrir, ouais, voilà, une histoire, etc. Je trouve ça beaucoup mieux. Bon, bref, voilà, ça c'était ma conclusion. On passe à la boîte à questions. Vas-y vite, parce que là. Vite, on a le temps. On a dit moins de 2 heures, regarde, 1h40 et 1. Ouais, mais moi je vais me faire dézinguer là parce que j'ai laissé les gosses. Bon, bref. Allez, Gilles. Question simple, réponse simple. Première question. Si tu t'y connais bien en musique, là on est sur des questions baseball. Quelle serait pour toi ta World Cup song si tu arrivais au marbre à la batte? Alicia Keys, New York, je connais le titre exactement, mais je pense que vous voyez avec un Empire rappeur. State of Mind. Ouais. Exactement, merci. Voilà, la musique que je ne veux enlever de ma tête et mes oreilles pour toujours, parce que quand tu vas à New York, il n'y a que ça qui passe de partout. Exactement de partout. Ton poste préféré au baseball? Mon poste préféré, Hmm. lanceur. Et lanceur? Partant, releveur, closer? Ah, commence pas à rentrer dans les détails. Oui, Il a dit ça lanceur, va, il a dit c'est bon. lanceur. Bon, graine de tournesol ou chewing-gum? Popcorn. Ok. Ouais. Panini ou Tops? Oh, papa ou maman? Ça dépend des sports. Baseball Tops, Ça marche. évidemment. Ta carte de rêve en baseball? Ma carte de rêve en baseball, sûrement une Padres, une Nanny Machado peut-être aujourd'hui, signée, petite numérotation avec une jolie liquette dessus. Reçu. Le joueur, tout sport confondu, que tu rêverais de rencontrer? Bah, c'est assez facile, c'est Michael, c'est Jordan. Ta collection préférée en baseball? Ah, en baseball, Ouais. c'est Juan Soto. Malheureusement, il joue plus au Padres. Mais ma collection préférée, c'est ma collection de Juan Soto, ouais, en baseball. D'accord. La collection que tu rêverais de breaker? Il y a alors, ce qu'on appelle chez nous les National Treasures. C'est une collection très haut de gamme avec des cartes, mais qui sont très haut de gamme, mais qui sont surtout très belles.
Voilà, donc toujours rapprocher le voilà et j'aimerais qu'un jour on puisse y accéder. Malheureusement, c'est de moins en moins possible. Si tu devais garder qu'une seule pièce de ta collection aujourd'hui, ça serait quoi? Les yeux, les yeux. Une seule. Mon jersey de Jordan signé. Oh. Allez, extra inning. Stadium Club ou Panini photogénique? Non? Double fuck même. Oh, non. Attends. Non, il veut pas répondre. Allez, Ouais, Nico. Nico, ton World Cup song quoi, pour toi. Will Smith, le prince de Bel-Air. Oh bien. Ton poste préféré? Champ droit. Ouais, la feignasse quoi. C'est ça. Une graine de tournesol ou chewing-gum? Chewing-gum, sans sucre. Panini ou Tops? Papa ou maman? Upper Deck. Ouais, ok. Le joueur que tu rêverais de rencontrer? Tout confondu. Tout confondu. J'adorerais Deion Sanders. Il est aussi fou que toi, Julien. Attends, le mec est un fou furieux. Et il Oui. a excellé au football américain. Oui, il a oui. un MLB. Et il parle de lui à la troisième personne. Parce que C'est un génie Napoléon. de fou. Non. Oui, Ta carte de rêve que tu aimerais avoir en baseball? Tout à l'heure, vous avez fait allusion à Greg Jetterfan, une belle auto de Jeter, ce serait pas mal. Ok. Ta collection préférée? En baseball, les Stadium Club sont très belles à mes yeux, de par leur simplicité et puis surtout par leur côté Madeleine de Proust. Les cartes sont très simples, il y a une belle photo, un tout petit logo, un tout petit nom. On dirait des cartes des années 90 là, qu'on pouvait ouvrir à l'époque. Ouais. Ça me plaît beaucoup ça. La collection que tu rêverais de breaker? Ouais, non, comme disait Gilles, soit du National Treasures ou du Flawless. Ah, Five joli Stars, aussi. Five Stars, on a la chance de pouvoir en breaker. Oh. Ouais, Five Stars, ouais. il m'a sorti une Bo Jackson sur 15 qui est absolument folle. Joli. Folle. Et si tu devais garder dans ta main cave là, une seule pièce de ta collection, ça serait quoi? Une seule? Ah non, non. Si. Si, je le répète, j'ai une personne du groupe qui est devenue un ami, qui m'a fait un super tableau de Zion Williamson à la main, qui est fabuleux. Et c'est vraiment là. Si vraiment je devais en choisir vraiment qu'une, qui est impossible, mais bon, plus pour le côté sentimental qu'autre chose, ce serait celle-là. Ouais. Super. En tout cas, merci messieurs de votre présence. C'était vraiment sympa. On va mettre tous les petits liens qu'il faut chez nous pour aller vous voir. Voilà. En tout cas, voilà, c'était vraiment sympa et je vous remercie en tout cas. Le J, c'est à toi. Merci Gilles Brett, merci Nico, merci Jérém. Super émission, je trouve ça hyper intéressant moi. J'espère que cette émission, elle vous a plu à vous qui avez écouté. Vous aurez tous les liens. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire sur les différentes applis d'écoute, des plateformes d'écoute de podcast, nous rejoindre sur le Discord, pas hésiter à communiquer avec nous là, et puis sur nos comptes X, Insta également. Voilà, que vous dire de plus? Passez une bonne semaine, passez un bon week-end si vous écoutez le week-end, une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit, un bon caca si vous faites caca, et bien sûr un joyeux Noël. Voilà, allez, on se quitte ici. Merci messieurs, encore merci beaucoup. Et puis on se quitte. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.